Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture à tous. La silhouette de Manhattan s'embrasait dans le ciel crépusculaire alors que Vanessa Reed sortait de sa Bentley Bentayga noire et posait le pied sur le trottoir impeccable de la 5e avenue. 8 ans avaient forgé sa transformation, la faisant passer d'une femme brisée, enceinte et serrant des papiers de divorce à la PDG d'Aurora Enterprises, un empire d'un demi-milliard de dollars portant son deuxième prénom. Ce soir marquait plus qu'un retour dans la ville qui avait été témoin de sa destruction. Elle y revenait en tant que conquérante. Mademoiselle Reed, l'attique est prêt pour votre arrivée, dit son assistant, Ethan, parlant doucement dans son oreillette tandis qu'il tenait la portière de la voiture. Lucas et les enfants ont atterri il y a 20 minutes. Ils vous attendent. Le cœur de Vanessa se réchauffa à la mention de Lucas Bennett et de ses triplés, sa famille, la famille qui s'était levée des cendres de la trahison de Nathan Cole. Dites-leur que je serai là dans 10 minutes. J'ai besoin d'un instant. Tandis qu'Ethan hochait la tête et reculait, Vanessa leva le menton vers le haut, balayant des yeux l'immeuble imposant. La Sterling Tower, 50 étages de verre et d'acier, maintenant couronné par le logo de son entreprise sur les 3 derniers niveaux. Les bureaux de Nathan occupaient les étages 12 à 15. La douce ironie ne lui échappait pas, il y a 8 ans, je ne pouvais même pas m'offrir un studio dans le Queens. Ce soir, je suis propriétaire de l'attique de la tour la plus exclusive de Manhattan. Les souvenirs s'abattirent sur elle comme des vagues contre un rivage battu par la tempête. Elle avait 24 ans, fraîchement diplômée d'un MBA de la Columbia Business School, les yeux pleins d'étoiles et désespérément amoureuse de Nathan Cole. Il avait 27 ans, il était charmant, ambitieux et complètement fauché. Mais Vanessa avait vu en lui un potentiel brillant qui avait juste besoin de la bonne base. « Épouse-moi, Vanessa », avait murmuré Nathan contre ses lèvres cette nuit-là dans leur petit appartement, la bague de fiançailles qu'ils ne pouvaient pas se permettre scintillant à la lueur de leur dîner aux chandelles. « Je vais construire un empire, et je te veux à mes côtés comme ma reine. » Elle avait dit oui sans hésiter, son cœur si plein qu'elle pensait qu'il allait éclater. Ce qui avait suivi, ce furent 3 ans de pure magie. La start-up technologique de Nathan, Cole Venture, avait prospéré grâce à 50 millions de dollars issus du fonds fiduciaire de Vanessa, de l'argent qu'elle avait donné librement, croyant en leur rêve commun. Les relations d'affaires et politiques de sa famille avaient ouvert des portes que le charme de Nathan seul n'aurait pu atteindre. « Nous allons changer le monde ensemble », avait-il l'habitude de dire, la serrant fort contre lui dans le lit de leur attique que son argent avait acheté. « Toi et moi contre tout, bébé. » La main de Vanessa se posa inconsciemment sur son ventre alors qu'elle se souvenait de la joie sur le visage de Nathan quand elle lui avait annoncé sa grossesse. Des triplés. Leur bébé miracle, conçu lors d'un week-end romantique dans les Hamptons, dans la maison de plage que sa famille possédait. 3 bébés. Nathan avait ri, la faisant tournoyer dans leur salon. « Notre propre petit empire commence ici, Madame Cole. Je t'aime tellement, bordel. » Pendant 4 mois, ils avaient été follement heureux. Nathan parlait à son ventre tous les soirs, promettant le monde à leurs enfants à naître. Il avait conçu 3 chambres de bébé, acheté des petits costumes d'affaires pour plaisanter, et passé des heures à lire des livres sur la grossesse. Puis tout avait changé. Chloé Harper avait commencé comme secrétaire de Nathan quand Vanessa était enceinte de 5 mois. Jeune, blonde, ambitieuse et complètement sans morale. Au début, Vanessa avait eu pitié de la jeune fille, une mère célibataire luttant pour joindre les deux bouts. Elle avait même aidé Chloé à obtenir une meilleure assurance maladie par le biais de l'entreprise de Nathan. La trahison avait été rapide et brutale. Le souffle de Vanessa se coupa alors qu'elle se souvenait de cet après-midi de novembre. Elle était rentrée tôt de son rendez-vous prénatal, rayonnante d'avoir vu ses bébés à l'échographie, impatiente de partager les photos avec Nathan. Elle les avait trouvés dans leur lit, le lit même où Nathan lui avait murmuré son amour le matin même. « Ce n'est pas ce que tu crois », avait bégayé Nathan, se précipitant pour enfiler ses vêtements, tandis que Chloé tirait le drap autour d'elle avec un sourire suffisant. Mais c'était exactement ce que ça semblait être. Et ça durait depuis des mois. « Je suis amoureux d'elle, Vanessa », avait dit Nathan 2 jours plus tard, sa voix froide et détachée alors qu'il lui tendait les papiers de divorce. Ce mariage était une erreur. Tu es trop intense, trop contrôlante. Chloé me fait me sentir libre. Libre, comme si l'aimer complètement avait été une prison. Et nos bébés, avait chuchoté Vanessa,
sa main couvrant son ventre gonflé de manière protectrice. Je paierai une pension alimentaire, bien sûr, mais je ne peux pas être lié par ça. Je suis en train de construire quelque chose d'important ici, et j'ai besoin d'une partenaire qui comprenne cela. La bataille juridique avait été rapide et impitoyable. Les avocats de Nathan, payés avec son argent, avaient gelé ses comptes, affirmant qu'elle était émotionnellement instable et susceptible de fuir. Ils l'avaient dépeinte comme une croqueuse de diamants qui avait piégé Nathan avec une grossesse, oubliant au passage que c'était elle qui avait l'argent et lui qui était parti de rien. Au moment où elle était enceinte de 8 mois, Vanessa avait tout perdu. L'attique, les voitures, la vie qu'elle avait construite. Nathan avait en quelque sorte réussi à conserver tous les biens, affirmant qu'il s'agissait d'investissements commerciaux plutôt que de biens matrimoniaux. Les avocats de sa propre famille ripostaient, mais les batailles juridiques prenaient du temps, un temps qu'elle n'avait pas. Elle était seule, vivant dans un studio exigu dans le Queens, travaillant 3 emplois à temps partiel pour payer les soins prénataux de base. Quand ses os s'étaient rompus 6 semaines plus tôt, la nuit qui faillit la tuer. Vanessa ferma les yeux, une douleur fantôme faisant écho à ses 42 heures de travail seule dans un hôpital municipal, sans péridurale parce qu'elle ne pouvait pas se la payer, sans main à tenir, sans voix pour l'encourager. Lila était venue la première, minuscule et combative, puis Ivy, calme et paisible. Noah était en siège, des complications s'installant, sa tension artérielle avait grimpé, son cœur s'était arrêté 2 fois, et pendant 10 minutes terrifiantes, les médecins avaient cru qu'ils allaient perdre à la fois la mère et le bébé. « Madame, vous devez appeler quelqu'un », avait dit l'infirmière après. Alors que Vanessa était à peine consciente, 3 minuscules bébés au service de néonatologie se battant pour leur vie, vous ne pouvez pas faire ça seule. Mais elle était seule. Nathan avait épousé Chloé lors d'une cérémonie somptueuse aux Maldives, tandis que Vanessa apprenait à allaiter 3 bébés prématurés. Sa mère, la juge Margaret Reed, était venue de Washington DC, mais des obligations professionnelles faisaient qu'elle ne pouvait pas rester longtemps. Ces 2 premières années avaient été un enfer. 3 bébés, pas d'argent, pas de système de soutien, travaillant des heures impossibles juste pour se payer du lait maternisé et des couches. Vanessa avait perdu 30 livres qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre, survivait au café et à la détermination, et pleurait jusqu'à s'endormir chaque nuit d'épuisement et de chagrin. Puis Lucas Bennett était entré dans sa vie comme un ange gardien. Elle travaillait le soir dans un restaurant d'hôtel haut de gamme, équilibrant des assiettes pendant que ses bébés restaient avec une voisine qui facturait à l'heure. Lucas était là pour un dîner d'affaires, et quand elle avait glissé sur un sol mouillé, en voyant un plateau de vin coûteux s'écraser au sol, il n'avait pas crié ou demandé un responsable. Il l'avait aidé à se relever, avait payé les bouteilles cassées et lui avait demandé si elle allait bien. « On dirait que vous portez le poids du monde », avait-il dit doucement, ses yeux bleus bienveillants, « et quoi que vous traversiez, ça ne durera pas éternellement. » 2 semaines plus tard, il était revenu, la demandant par son nom, puis encore, et encore, sans jamais la pousser, sans jamais rien exiger, se contentant d'être présent. Quand il avait finalement appris sa situation, 3 bébés, 3 emplois, un ex-mari qui avait volé sa vie, Lucas avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il l'avait aidé à tout récupérer. Les relations de Lucas dans la technologie et la finance, combinées à ses conseils patients et à ses ressources illimitées, avaient aidé Vanessa à construire Aurora Enterprises à partir de rien. Son esprit d'affaires brillant, affûté par le désespoir et alimenté par la détermination, avait saisi chaque opportunité qu'il lui offrait et l'avait multipliée par 10. Mais plus que cela, Lucas l'avait aimé complètement, patiemment, magnifiquement. Il l'avait serré contre lui quand les cauchemars venaient, avait joué avec ses enfants comme s'ils étaient les siens, et lentement, avec précaution, il l'avait aidé à réapprendre à faire confiance. Maintenant, debout devant la Sterling Tower, Vanessa sourit en se souvenant de la couverture du magazine de la semaine dernière. Forbes avait présenté Nathan comme le milliardaire autodidacte de l'année, détaillant son ascension fulgurante de fondateur de start-up à magnate de la technologie. L'article s'extasiait sur son instinct d'homme d'affaires naturel, ses stratégies innovantes, son empire construit à partir de rien. Chaque mot était un mensonge. Vanessa sortit son téléphone et fit défiler jusqu'à la photo qu'elle avait enregistrée. Le sourire arrogant de Nathan la fixait depuis la couverture glacée, posée dans son bureau d'angle, portant un costume à 10 000 $, un PDG à succès de la tête aux pieds. La légende disait, Cole, construire le monde de demain aujourd'hui. Le construire avec mon argent, mes relations, mes rêves, pensa Vanessa, ses yeux sombres s'endurcissant avec détermination. Il est temps de récupérer ce que tu me dois, Nathan, avec les intérêts.
Elle avait déjà commencé le processus. Aurora Enterprises avait discrètement acquis plusieurs des clients clés de Nathan au cours des 6 derniers mois. Sa mère, maintenant juge fédérale, avait des relations au sein de la SEC, qui était très intéressée par l'examen de certaines des pratiques commerciales les plus douteuses de Nathan. Et le frère de Lucas, Julian, un journaliste d'investigation au Wall Street Journal, préparait une publication qui briserait le mythe de Nathan l'autodidacte pour toujours. Mais la vraie vengeance ne serait pas professionnelle ou légale. Elle serait personnelle. Ce serait de regarder Nathan se rendre compte que l'empire qu'il pensait avoir construit n'était rien de plus qu'un château de cartes, et qu'elle tenait toutes les cartes gagnantes. Mademoiselle Reed, Ethan apparut à son coude. Lucas a appelé, les enfants s'impatientent. Lila répète sa présentation pour le gala de charité de l'école de demain, et Noah demande quand vous montez pour l'heure du compte. L'expression de Vanessa s'adoucit instantanément. Ils avaient maintenant 7 ans, brillants et beaux, et tout ce qu'il y avait de bon dans son monde. Nathan n'avait aucune idée qu'ils existaient. Elle s'en était assurée. Dans son esprit, elle avait complètement disparu après le divorce, probablement en échec et en difficulté quelque part, et il n'avait pas besoin d'y penser. Demain soir, tout cela changerait. Dites-leur que j'arrive, dit Vanessa, sa voix chaleureuse d'amour et d'anticipation. Et Ethan, confirmez ma présence au gala de charité Sterling demain soir. Assurez-vous que la presse sache qu'Aurora Enterprises fera un don important. À quel point important, madame? Le sourire de Vanessa était aussi tranchant qu'une lame. 10 millions de dollars. Je veux m'assurer d'avoir l'attention de tout le monde quand je ferai ma grande entrée. Alors qu'elle marchait vers l'ascenseur qui l'amènerait à son attique, à Lucas et à ses enfants, et à la vie qu'elle avait construite à partir des cendres, Vanessa sentit le frisson de l'anticipation parcourir ses veines. Demain soir, Nathan Cole verrait exactement ce qu'il avait jeté, et ensuite, systématiquement et magnifiquement, elle reprendrait tout ce qu'il lui avait volé. Le phénix s'était relevé, maintenant il était temps de brûler le vieux monde et d'en construire un meilleur à partir de ses cendres. Chapitre 2, Ange et démons. La grande salle de bal étincelait comme un conte de fées, des lustres en cristal projetant des prismes arc-en-ciel sur les sols de marbre, tandis que l'élite de Manhattan scintillait dans des robes de créateurs et des smokings sur mesure. Le gala de charité annuel de Sterling représentait l'événement social de la saison, où les affaires à plusieurs milliards de dollars étaient murmurées autour du champagne et les hiérarchies établies avec une précision militaire. Vanessa se tenait à l'entrée, sa main reposant doucement sur le bras de Lucas alors qu'ils examinaient la scène devant eux. Elle portait une superbe robe bleu nuit de Valentino, le tissu épousant ses courbes comme de la soie liquide avant de se transformer en une traîne élégante. Des diamants scintillaient à sa gorge et à ses oreilles, des cadeaux de Lucas, donnés non pas pour impressionner les autres, mais pour célébrer la femme qu'il adorait. Ses cheveux naturels étaient coiffés en un chignon élaboré qui mettait en valeur son cou gracieux, et sa peau sombre semblait briller d'un éclat intérieur qui n'avait rien à voir avec le maquillage et tout à voir avec le bonheur. À ses côtés, Lucas était éblouissant dans son smoking Tom Ford sur mesure, mais ce qui la faisait se sentir vraiment belle, c'était la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule femme au monde. À 34 ans, Lucas attirait l'attention partout où il allait, le succès technologique avait fait de lui un milliardaire à 30 ans, mais la richesse ne l'avait pas adouci. L'ancien Navy SEAL se tenait toujours avec une précision militaire, les épaules larges et une posture confiante, témoignant d'années de discipline et d'honneur. Pourtant, quand il regardait Vanessa et ses enfants, ses yeux d'un bleu acier fondaient avec une telle tendresse que cela lui coupait le souffle. « Tu es prête pour ça, ma chérie » murmura Lucas contre son oreille, sa voix chaude et rassurante. « Une fois que nous entrerons là-bas, il n'y aura plus de retour en arrière. »« Je suis prête depuis 8 ans, » répondit Vanessa doucement, se tournant pour regarder leurs enfants. Lila, Ivy et Noah se tenaient à leur côté, impeccablement vêtus et absolument adorables. À 7 ans, ils montraient déjà des personnalités distinctes qui remplissaient le cœur de Vanessa de fierté. Lila portait une robe bleu marine sophistiquée, assortie à son comportement sérieux et intelligent, elle avait hérité de l'esprit d'affaires de Vanessa et pouvait discuter de portefeuilles boursiers avec des adultes 2 fois plus âgés qu'elle. Ivy flottait dans un rose doux qui complimentait son âme d'artiste, ses boucles sauvages ornées de minuscules fleurs qu'elle avait insisté pour ajouter. Noah, féroce et fougueuse comme sa mère, portait du rouge audacieux et se tenait, le menton levé, prête à conquérir le monde. « Papa Lucas, » dit Lila, ajustant ses boutons de manchette avec une précision soignée, « tu es très beau ce soir. »« Maman ressemble à une princesse, » ajouta Ivy. Le sourire de Lucas était radieux alors qu'il s'accroupissait au niveau de Lila. « Merci, ma belle, »
mais vous trois êtes les vraies princesses ici. Vous allez voler le cœur de tout le monde ce soir. Comme vous avez volé le nôtre? Demanda Ivy avec la franchise innocente que les enfants possédaient, faisant rire à la fois Vanessa et Lucas. Exactement comme ça, dit Lucas, pressant un doux baiser sur le front d'Ivy avant de faire de même pour Lila et Noah. Vous avez volé mon cœur dès le premier jour où je vous ai rencontré. La gorge de Vanessa se serra d'émotion en regardant l'homme qu'elle aimait avec ses enfants. Cela n'avait pas toujours été aussi facile, aussi naturel. Quand Lucas était entré dans leur vie pour la première fois, les filles avaient été méfiantes, protectrices de leur petite unité familiale. Mais Lucas avait été patient, ne poussant jamais, n'essayant jamais de remplacer qui que ce soit dans leur cœur, se faisant simplement une place avec une douce constance. Il y a 2 ans, après une année de cours patiente et de liens familiaux, Lucas avait officiellement adopté les triplés. Vanessa n'oublierait jamais ce jour au tribunal, le regardant signer les papiers qui faisaient de lui leur père légal, tandis que des larmes coulaient sur son visage. « Je suis honoré d'être votre papa », avait-il murmuré à chacun d'eux après, non pas parce que la biologie dit que je dois l'être, mais parce que je choisis de l'être chaque jour. Lila avait répondu avec un sens pratique typique, « Nous te choisissons aussi, papa Lucas. Tu es le meilleur papa que nous puissions demander. » Ivy avait simplement grimpé sur ses genoux et s'était endormie, l'expression ultime de la confiance. Noah avait été la plus émotive, « Tu ne vas jamais nous quitter, n'est-ce pas? Promis? » Je promets, petite guerrière, dit Lucas fermement, pressant un baiser sur ses jointures dans un geste si tendre que plusieurs invités proches sourirent à cette démonstration de dévotion paternelle. Nous sommes une famille pour toujours maintenant. 2 ans plus tard, ils étaient plus qu'une famille, ils étaient une unité parfaitement synchronisée construite sur l'amour, la confiance et la dévotion mutuelle. On fait notre entrée? Demanda Lucas, offrant de nouveau son bras à Vanessa tandis que les enfants se positionnaient à leur côté. Alors qu'ils entraient dans la salle de bal, la conversation ne s'arrêta pas exactement, mais elle changea, devenant plus feutrée et spéculative. Aurora Enterprises était un acteur relativement nouveau dans les cercles d'élite de Manhattan, mais l'ascension fulgurante et le passé mystérieux de Vanessa en avaient fait un personnage fascinant. Ajoutez à cela la dévotion évidente de Lucas Bennett et 3 enfants magnifiques et bien élevés, et ils étaient les invités les plus intrigants de la soirée. Vanessa Reed, s'écria une voix chaleureuse, et ils furent approchés par Harold Vanderbilt, le patriarche de 80 ans d'une des plus anciennes familles de Manhattan. Ses yeux pétillaient de plaisir sincère alors qu'il prenait les mains de Vanessa dans les siennes, usées par le temps. « Ma chère, vous êtes absolument radieuse, et Lucas, content de vous voir, mon garçon. » Monsieur Vanderbilt, sourit sincèrement Vanessa. Harold avait été l'un de ses premiers alliés quand elle avait commencé à construire Aurora Enterprises, reconnaissant son génie et lui offrant des conseils sans condescendance. « Merci pour l'invitation. J'aimerais vous présenter mes filles. » Ah, les fameux triplés. Tout le visage d'Harold s'illumina alors qu'il regardait les enfants. « J'ai tellement entendu parler de vous, 3 jeunes filles brillantes. » Lila s'avança avec une petite révérence qui fit rire Harold. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Vanderbilt. Merci de nous avoir invités à votre événement de charité. Maman dit que vous collectez des fonds pour des programmes d'éducation pour les enfants. » En effet, jeune fille, dit-il, très impressionné par ses manières. Ivy lui offrit une petite peinture qu'elle avait faite spécialement pour la soirée, une aquarelle de 3 fleurs poussant sur la même tige. « C'est pour vous, dit-elle timidement, maman dit que vous aimez l'art. » Harold accepta la peinture avec la révérence habituellement réservée aux chefs d'œuvre inestimables. « C'est absolument magnifique, mademoiselle Ivy. Je la ferai encadrer et l'accrocherai dans mon bureau. » Noah, pour ne pas être en reste, lui tendit une carte de visite qu'elle avait conçue elle-même avec des crayons de couleur et des paillettes. « Je suis Noah Bennett et je serai une super-héroïne quand je serai grande. Ceci contient mes qualifications. » La carte de visite énumérait ses compétences comme « voler, je travaille dessus, lire, arts martiaux, papa Lucas m'apprend, et protéger ma famille. » Harold rit de bon cœur, glissant la carte dans la poche de sa veste. « Mademoiselle Noah, je crois que vous êtes déjà une super-héroïne. Toute jeune fille qui peut voler mon cœur en moins de 30 secondes a clairement des super-pouvoirs. » Alors que les enfants charmaient Harold et d'autres invités proches, Vanessa sentit la main de Lucas se poser sur le bas de son dos, un toucher doux et possessif qui envoya une vague de chaleur à travers elle. « Tu es incroyable avec eux, » murmura-t-elle, le regardant aider Noah avec son petit sac à main tout en gardant un œil sur la conversation animée de Lila avec un cadre technologique.
Ce sont des enfants incroyables, répondit Lucas doucement. C'est facile avec eux, tout comme avec leur mère. Avant que Vanessa ne puisse répondre, un changement dans l'énergie de la pièce la fit regarder vers l'entrée. Son souffle se coupa alors que Nathan Cole entrait dans la salle de bal, Chloé Harper Cole s'accrochant à son bras comme un accessoire coûteux. 8 ans avaient changé Nathan, mais pas nécessairement pour le mieux. À 35 ans, il était toujours beau de cette façon corporate soignée, cheveux parfaits, dents parfaites, bronzage parfait qui parlait de vacances coûteuses, mais il y avait quelque chose de creux en lui maintenant, un vide derrière son sourire que même son smoking sur mesure ne pouvait masquer. Il se déplaçait dans la pièce avec la confiance d'un homme qui croyait que le monde lui devait tout, saluant les autres invités avec le charme calculé de quelqu'un qui cherche toujours à tirer son épingle du jeu. Chloé, maintenant 29 ans, était passée de secrétaire à femme trophée avec une précision prévisible. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, sa silhouette remodelée chirurgicalement était moulée dans une robe rouge qui criait une soif désespérée d'attention, et son sourire était aussi artificiel que tout le reste chez elle. Elle examinait la pièce comme un prédateur à la recherche de proie, ses yeux calculant la valeur nette et la valeur sociale à chaque coup d'œil. « Chérie, disait Chloé, assez fort pour être entendue, rappelle-moi encore pourquoi nous devions venir à ce truc de charité ennuyeux. On n'aurait pas pu juste faire un chèque et aller dans ce nouveau restaurant à Soho à la place. » La mâchoire de Nathan se serra légèrement, le seul signe que les priorités superficielles de sa femme l'embarrassaient. « Parce que le réseautage est important pour les affaires, Chloé, quelque chose que tu comprendrais si tu... » Il s'arrêta en plein milieu de sa phrase, ses mots mourant dans sa gorge alors que son regard se posait sur Vanessa de l'autre côté de la pièce. L'effet fut immédiat et dévastateur. Le visage de Nathan devint complètement blanc, puis rougit comme s'il avait vu un fantôme revenir à la vie. Sa main serra si fort sa flûte de champagne que Vanessa fut surprise qu'elle ne se brise pas. Chloé, inconsciente du choc de son mari, continua de bavarder à propos des réservations de restaurants et des plans de week-end, mais Nathan n'écoutait pas. Il fixait Vanessa avec une expression de faim et de regret si brute que cela lui donna la nausée. « Il me regarde comme s'il se noyait et que j'étais la seule bouée de sauvetage en vue, pensa Vanessa avec une satisfaction sombre. Bien. Laisse-le se noyer. Lucas, toujours perspicace, remarqua immédiatement le changement. Sa main se resserra de manière protectrice sur la taille de Vanessa et son langage corporel changea subtilement, se positionnant légèrement devant elle et les enfants sans que cela soit évident. Des années d'entraînement militaire lui avaient appris à lire les menaces, et en ce moment, Nathan Cole était définitivement une menace. Peut-être pas physique, mais les menaces émotionnelles et psychologiques pouvaient être tout aussi dangereuses. « C'est lui ?» demanda Lucas doucement, sa voix soigneusement neutre mais ses yeux aussi durs que de l'acier. « C'est lui », confirma Vanessa, sa propre voix ferme malgré les émotions qui tourbillonnaient dans sa poitrine. De l'autre côté de la pièce, Nathan avait finalement remarqué Lucas et les enfants. Son expression passa d'une faim choquée à une douleur confuse alors qu'il saisissait l'image de famille parfaite qu'il présentait. La posture protectrice de Lucas, le confort et la sécurité évidents des enfants, le bonheur radieux de Vanessa, c'était tout ce que Nathan avait jeté, reconstruit et perfectionné sans lui. « Papa, qui est cet homme qui nous regarde ?» demanda Noah, sa jeune voix coupant la tension adulte avec une clarté inconfortable. À 7 ans, elle était assez grande pour sentir que quelque chose n'allait pas, et ses instincts protecteurs hérités de sa mère s'activaient déjà. Lucas déplaça immédiatement son attention sur Noah, s'accroupissant à son niveau. « Juste quelqu'un que ta maman connaissait, princesse. Rien dont tu aies à t'inquiéter. Papa est là et rien de mal n'arrivera à notre famille. Promis ? » « Promis, promis, demanda Noah, sa petite main cherchant sa plus grande. « Promis, dit Lucas fermement, pressant un baiser sur ses jointures dans un geste si tendre que plusieurs invités proches sourirent à cette démonstration de dévotion paternelle. Lila, toujours observatrice, avait suivi la ligne de tension et avait repéré Nathan également. « Maman, dit-elle doucement, se rapprochant du côté de Vanessa, est-ce que cet homme te rend triste ?» Vanessa baissa les yeux vers le visage sérieux de sa fille aînée et sentit une montée féroce d'amour maternel. « Non, ma petite fille, il ne peut plus me rendre triste. J'ai vous trois et papa Lucas. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. » « Bien, dit Lila avec satisfaction, parce que tu mérites d'être heureuse tout le temps. » La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Vanessa, son cœur se gonflant d'amour pour sa fille perspicace. La soirée se déroula avec une chorégraphie soignée, Nathan et Chloé circulaient d'un côté de la salle de bal tandis que la famille de Vanessa restait de l'autre. Mais Vanessa pouvait sentir les yeux de Nathan sur elle constamment,
Un poids qu'elle avait autrefois accueilli et qu'elle trouvait maintenant suffocant. Alors que la vente aux enchères de charité commençait, Vanessa se prépara à faire son coup. Elle avait promis un don de 10 millions de dollars pour une raison. Quand le moment viendrait, quand tous les yeux seraient sur elle et que sa générosité serait le sujet de conversation de la soirée, Nathan comprendrait enfin que la femme brisée qu'il avait abandonnée n'existait plus. À sa place se tenait un phénix, relevé des cendres de sa trahison, entouré d'un amour plus pur et puissant que tout ce qu'ils avaient jamais partagé. La guerre était sur le point de commencer. Chapitre 3, la collision des âmes. La vente aux enchères de charité battait son plein quand Nathan fit son coup. Vanessa avait misé de manière stratégique tout au long de la soirée, 50 000 dollars pour une semaine dans une villa toscane, 75 000 dollars pour un vin rare et vintage, 100 000 dollars pour un concert privé d'un gagnant de Grammy. Chaque enchère était calculée pour montrer la richesse sans paraître ostentatoire, en vue du moment qui changerait tout. Lucas se tenait à ses côtés, sa main reposant de manière protectrice sur le bas de son dos alors qu'ils regardaient leurs enfants charmer tout le monde autour d'eux. Lila discutait de portefeuilles d'investissement avec un gestionnaire de fonds spéculatifs, qui semblait sincèrement impressionné par les idées de la jeune fille de 7 ans. Ivy avait trouvé des âmes sœurs dans un groupe de collectionneurs d'art qui s'extasiaient sur ses croquis à l'aquarelle. Noah régalait un général à la retraite de ses plans pour une académie de super-héros où les enfants pourraient apprendre à protéger leur famille. Elles vont diriger le monde un jour, murmura Lucas contre l'oreille de Vanessa, son souffle chaud et réconfortant. Tout comme leur mère. Vanessa sourit, se penchant sur sa solide chaleur. Elle dirige déjà le mien. La voix du commissaire-priseur résonna à travers la salle de bal. Mesdames et messieurs, notre dernier article ce soir est vraiment extraordinaire, une retraite d'une semaine sur une île privée aux Maldives, avec personnel, yacht et accès en hélicoptère. Les enchères commencent à 1 million de dollars. C'était le moment de Vanessa. Elle leva immédiatement sa palette. 1 million. 2 millions, s'écria une héritière pharmaceutique de l'autre côté de la pièce. 3 millions, répondit Vanessa sans hésiter. La guerre des enchères commença sérieusement, mais Vanessa n'avait aucune intention de perdre. Alors que le prix grimpait à 5 millions de dollars, puis 7 millions de dollars, la foule commença à se disperser, ne laissant que les enchérisseurs les plus sérieux. Quand il atteignit 9 millions de dollars, seuls Vanessa et un autre enchérisseur restèrent. 9 millions et demi, s'écria l'héritière pharmaceutique, sa voix tendue. Vanessa se leva lentement, tous les yeux de la salle de bal se concentrant sur elle. Elle pouvait sentir le regard brûlant de Nathan de l'autre côté de la pièce, pouvait sentir le souffle collectif que tout le monde retenait, alors que tout le monde attendait de voir ce que la mystérieuse PDG d'Aurora Enterprises allait faire. 10 millions, dit clairement Vanessa, sa voix portant à travers le silence stupéfait. Et j'aimerais donner la retraite à l'association pour la vente aux enchères de l'année prochaine. La salle de bal éclata en applaudissements et en murmures choqués. 20 millions de dollars en un seul geste, 10 millions de dollars pour l'enchère gagnante, et 10 millions de dollars supplémentaires pour la valeur du séjour donné. C'était la plus grande contribution unique dans l'histoire cinquantenaire du gala. Harold Vanderbilt s'approcha du microphone, son visage vieilli rayonnant d'admiration. Mesdames et messieurs, cette générosité extraordinaire de Mademoiselle Vanessa Reed et d'Aurora Enterprises financera nos programmes d'éducation pour les enfants pendant les 5 prochaines années. Un véritable ange parmi nous ce soir. Alors que les applaudissements continuaient, Vanessa sentit une présence familière derrière elle, un parfum qui signifiait autrefois « maison », et qui maintenant lui faisait serrer l'estomac d'une douleur remémorée. « Bonjour Vanessa », la voix de Nathan était exactement comme elle se souvenait, douce, confiante, avec ce léger enrouement qui autrefois la faisait vaciller. Maintenant, cela la rendait juste en colère. Lucas s'approcha immédiatement, ses instincts militaires en alerte, mais Vanessa posa une main douce sur son bras. « C'est bon, murmura-t-elle, je gère. » Elle se tourna lentement, délibérément, laissant Nathan voir chaque centimètre de la femme qu'elle était devenue. Là où elle avait autrefois été douce et confiante, elle était maintenant tranchante et dangereuse. Là où elle l'avait autrefois regardée avec adoration, maintenant ses yeux sombres ne contenaient que du gel. « Nathan » dit-elle froidement, comme s'il était un étranger dont elle se rappelait à peine le nom. Quelle surprise! De près, les 8 ans se voyaient plus clairement. Les yeux de Nathan étaient toujours les mêmes verts perçants qui avaient autrefois fait battre son cœur, mais maintenant ils étaient ombragés par quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Sa mâchoire était toujours forte, son sourire toujours éblouissant quand il choisissait de l'utiliser, mais il y avait des rides autour de ses yeux qui parlaient de nuit sans sommeil et de victoire creuse. « Tu as l'air » commença Nathan,
puis s'arrêta, apparemment submergé par la transformation devant lui. Incroyable. Absolument incroyable. Merci, répondit Vanessa avec le même ton qu'elle aurait pu utiliser pour reconnaître un compliment d'un serveur. Je vais bien. L'euphémisme du siècle plana entre eux comme une lame. Les yeux de Nathan se tournèrent vers Lucas, qui regardait l'interaction avec l'intensité concentrée d'un prédateur. « Et vous êtes » demanda Nathan, tendant sa main avec une fausse amabilité. Lucas ne prit pas la main offerte. « Lucas Bennett » dit-il sans détour. « Le fiancé de Vanessa. » Le mot frappa Nathan comme un coup physique, son visage devint blanc, puis rouge, alors que les implications s'abattaient sur lui. Pas un petit ami, pas un partenaire. Un fiancé. La femme qu'il avait jetée comme un déchet était fiancée à l'un des hommes les plus puissants de Manhattan. Fiancé, répéta Nathan, le mot sonnant étranger dans sa bouche. Félicitations. Merci, répondit Lucas, ses bras se glissant autour de la taille de Vanessa dans un geste à la fois protecteur et possessif. Nous sommes très heureux. Vanessa pouvait voir le moment exact où Nathan remarqua les enfants. Son regard se déplaça vers Lila, Ivy et Noah, qui se tenaient à proximité, regardant cette interaction avec l'intelligence astucieuse que les enfants possédaient souvent. Quelque chose vacilla sur le visage de Nathan, confusion, douleur, et quelque chose qui aurait pu être du désir. « Et ces belles jeunes filles sont » demanda Nathan, sa voix soigneusement désinvolte. « Nos filles » dit Vanessa fermement, soulignant le mot « nos » en regardant directement dans les yeux de Nathan. Lila, Ivy et Noah Bennett. Nathan tressaillit comme si elle l'avait giflé. Bennett. Pas Reed, pas Cole. Bennett. Ces enfants, les enfants de Vanessa, appartenaient entièrement à un autre homme. Elles sont charmantes, parvint à dire Nathan, sa voix rauque. Quel âge ont-elles ? 7 ans, répondit Vanessa, observant son visage attentivement. Elle pouvait le voir faire le calcul, son expression devenant plus douloureuse à chaque seconde qui passait. 7 ans. Né après qu'il l'avait abandonnée. Maman, l'interrompit Noah, s'avançant avec la confiance intrépide qui était sa marque de fabrique, qui est cet homme ? Le souffle de Nathan se coupa alors qu'il baissait les yeux vers Noah. Il y avait quelque chose dans son petit visage féroce, le positionnement déterminé de sa mâchoire, la façon dont elle se plaçait de manière protectrice devant sa mère qui le frappa comme un éclair. Elle ressemblait à « c'est Monsieur Cole », dit Vanessa doucement, une vieille connaissance. Il partait justement. Mais Nathan ne pouvait pas bouger. Il fixait Noah avec une expression d'émerveillement et d'horreur croissant. Les cheveux foncés, la mâchoire forte, l'inclinaison têtue de son menton. C'était comme se regarder en miniature. En fait, dit Nathan, sa voix gagnant en force, j'espérais que nous pourrions parler en privé, Vanessa. Il y a tellement de choses que je veux te dire, tellement de choses que j'ai besoin d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, répondit Vanessa, sa voix comme de la glace. Et rien à discuter. Le passé est le passé, Nathan. J'ai tourné la page. Mais je n'ai pas tourné la page, dit Nathan désespérément, s'approchant. J'ai regretté de t'avoir quitté chaque jour pendant 8 ans. C'était la plus grande erreur de ma vie. Quand je t'ai vue ce soir, si belle, si réussie, j'ai réalisé que je n'avais jamais cessé de t'aimer. Les mots planèrent dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Le corps entier de Lucas se tendit, sa main se déplaçant de manière protectrice vers la hanche de Vanessa. Les enfants semblaient confus et légèrement alarmés par l'intensité de l'émotion qui crépitait entre les adultes. Comme c'est romantique, une voix tranchante coupa l'attention. Chloé était apparue aux côtés de Nathan, son sourire artificiel ne cachant pas le venin dans ses yeux. « Tu ne vas pas me présenter à ton ancien ami, chérie ?» Nathan semblait préférer manger du verre. « Chloé, voici Vanessa Reed. »« Vanessa, ma femme, Chloé. » Oh, les yeux de Chloé s'écarquillèrent de surprise feinte, l'ex-femme. « Comme c'est fascinant. J'ai tellement entendu parler de toi. » « J'en suis sûr, » répondit Vanessa doucement, bien que je soupçonne que la plupart de ce soit de la fiction. Le sourire de Chloé devint prédateur. « Eh bien, n'es-tu pas une histoire de réussite ? Je me souviens que Nathan a mentionné que tu avais des difficultés après le divorce. Mère célibataire, travaillant plusieurs emplois, ayant à peine de quoi joindre les deux bouts. C'est incroyable comme les choses peuvent changer en quelques années. » L'insulte fut délivrée avec une précision chirurgicale, conçue pour humilier et diminuer.
mais Vanessa avait fait face à des salles de réunion remplies de cadres impitoyables et à des sous-comités du Sénat enquêtant sur la fraude d'entreprise. Une femme trophée amère n'était guère un défi. Tu as absolument raison, dit Vanessa avec un sourire qui pouvait couper des diamants. C'est incroyable à quelle vitesse les choses peuvent s'arranger quand tu n'es pas retenu par un poids mort. Le trait porta. Nathan grimaça visiblement, tandis que le visage de Chloé rougissait de colère. Mesdames et messieurs, la voix d'Harold Vanderbilt résonna dans le système audio, si je pouvais avoir votre attention pour une dernière annonce. Le calme revint dans la salle de bal alors que tous les yeux se tournaient vers la scène, où Harold se tenait avec un chèque massif à l'ordre de la Fondation d'éducation des enfants. Grâce à l'extraordinaire générosité de Mademoiselle Vanessa Reed et d'Aurora Enterprises, nous avons recueilli un record de 27 millions de dollars ce soir. Mais plus que cela, nous avons été témoins du genre de philanthropie qui change des vies et construit des avenirs. Mademoiselle Reed, voudriez-vous dire quelques mots? Vanessa regarda Lucas, qui hocha la tête de manière encourageante. Elle embrassa chacune de ses filles sur le front, murmura quelque chose qui les fit rire et se dirigea vers la scène avec la grâce d'une reine. Alors qu'elle prenait le microphone, chaque personne dans la salle de bal était concentrée sur elle. Elle était lumineuse sous les projecteurs, puissante et belle et complètement en contrôle. Merci, monsieur Vanderbilt, commença-t-elle, sa voix portant clairement à travers la salle silencieuse. Il y a 8 ans, j'ai appris que parfois la vie enlève tout. Mais j'ai aussi appris que quand il ne vous reste rien à perdre, vous devenez capable de choses extraordinaires. Ses yeux trouvèrent Nathan dans la foule et pendant un instant, ils étaient les deux seules personnes dans la pièce. Ce soir, on me rappelle que nos plus grands échecs deviennent souvent les fondations de nos plus grands succès. Parfois, ceux qui nous blessent le plus finissent par nous donner les cadeaux les plus précieux, la chance de découvrir qui nous sommes vraiment et ce que nous sommes vraiment capables d'accomplir. Elle fit une pause, laissant les mots s'enfoncer. Les enfants que nous aidons ce soir méritent de savoir que leurs circonstances ne définissent pas leur potentiel, qu'ils peuvent s'élever au-dessus de n'importe quelle trahison, surmonter n'importe quel obstacle et construire quelque chose de beau à partir des expériences les plus douloureuses. Parce que parfois, quand quelqu'un vous montre sa vraie nature, la meilleure chose que vous puissiez faire est de le remercier de vous avoir libéré. Les applaudissements furent retentissants, mais Vanessa n'avait pas terminé. Elle regarda directement Nathan alors qu'elle prononçait sa dernière phrase. Après tout, on ne peut pas construire un phénix sans d'abord tout brûler jusqu'au sol. Alors qu'elle quittait la scène, Vanessa sentit le poids du regard de Nathan comme une chose physique. Elle venait de déclarer la guerre de la manière la plus publique possible et tout le monde dans cette pièce, y compris Nathan, le savait. La collision de leurs âmes était complète, maintenant la vraie bataille pouvait commencer. Chapitre 4, les enfants qu'il n'a jamais connus. 3 jours après le gala de charité, Nathan était assis dans son bureau d'angle au 15e étage de la Sterling Tower, fixant une photographie du magazine Manhattan Society. L'image montrait Vanessa présentant le chèque surdimensionné à Harold Vanderbilt, mais les yeux de Nathan n'étaient pas sur son ex-femme. Ils étaient fixés sur 3 petites filles se tenant à côté de Lucas Bennett en arrière-plan. Noah Bennett, Lila Bennett, Ivy Bennett. 7 ans. Les mains de Nathan tremblèrent légèrement alors qu'il tenait le magazine plus près, étudiant chaque détail de leur visage. La mâchoire déterminée de Noah qui correspondait à la sienne, l'expression sérieuse de Lila qui lui rappelait Vanessa lorsqu'elle était concentrée sur les affaires, l'âme artistique d'Ivy qui semblait briller à travers son doux sourire. Ses enfants. La certitude le frappa comme un coup physique. Même sans test ADN ou certificat de naissance, le calendrier était parfait. Elle serait née environ 6 mois après qu'il avait abandonné Vanessa. Les ressemblances étaient indéniables, surtout chez Noah, qui ressemblait à son clone avec des cheveux plus longs et la belle peau sombre de Vanessa. L'interphone bourdonna, le tirant de son étude obsessionnelle. « Monsieur Cole, votre femme est là pour vous voir. » Nathan fourra rapidement le magazine dans le tiroir de son bureau. « Faites-la entrer. » Chloé entra dans son bureau, portant une robe de créateur qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, malgré le fait qu'il était à peine 10 heures du matin. Elle avait l'énergie particulière de quelqu'un qui avait fait du shopping et dépensé son argent, ce qui irritait généralement Nathan, mais qui le remarqua à peine aujourd'hui. « Chérie », ronronna Chloé, s'installant dans le fauteuil en face de son bureau avec une grâce habituelle. « J'ai pensé au samedi soir. Ce truc de charité était tellement ennuyeux, mais as-tu vu à quel point ton ex-femme était désespérée d'attirer l'attention? 20 millions. Tellement évident. Évident? Nathan se retrouva à défendre Vanessa avant de pouvoir s'arrêter.
Elle a fait un don à une association caritative, en quoi est-ce évident? Les sourcils parfaitement sculptés de Chloé se levèrent. Oh, s'il te plaît, Nathan. C'était clairement un coup de force. Elle essayait de montrer à tout le monde à quel point elle est riche maintenant. Elle a probablement emprunté ça à son petit ami. Fiancé, corrigea Nathan automatiquement. Peu importe, Chloé agita une main dédaigneuse. Le fait est qu'elle essayait évidemment de te rendre jaloux. Tu as vu comme elle te regardait pendant son petit discours? Elle est toujours accrochée à toi, chérie. C'est en fait assez pathétique. Nathan regarda sa femme avec stupéfaction. Avait-il été au même événement? Vanessa avait à peine reconnu son existence, sauf pour lui faire comprendre qu'elle avait complètement tourné la page. Au contraire, elle l'avait regardé avec le genre de mépris froid habituellement réservé aux insectes particulièrement agaçants. Je ne pense pas que ce soit ce qui se passait, dit Nathan lentement. Chloé se pencha en avant, ses yeux s'illuminant d'une excitation cruelle de quelqu'un sur le point de délivrer un ragot. Oh, mais attends de voir ce que j'ai découvert sur ces enfants. J'ai fait une petite recherche hier. Le corps entier de Nathan se raidit. Quel genre de recherche? Eh bien, tu sais comment je suis avec les enquêtes sur les réseaux sociaux, dit fièrement Chloé. Il s'avère que Lucas Bennett n'est pas leur père biologique. Il les a adoptés il y a 2 ans, mais il n'y a aucune trace de qui est le vrai père. Les certificats de naissance sont scellés, ce qui signifie généralement quelque chose de scandaleux. Peut-être qu'elle ne sait même pas qui est le père. Ce ne serait pas délicieux? Nathan se sentit malade. La cruauté désinvolte dans la voix de Chloé, la façon dont elle parlait de ses enfants, des enfants qu'elle ne savait même pas être les siens, lui donna envie de la jeter hors de son bureau. Quand était-elle devenue si vicieuse? Avait-elle toujours été comme ça, et il ne l'avait juste pas remarqué? Ça suffit, dit Nathan fermement. Je ne veux plus entendre de ragots sur Vanessa ou sa famille. Chloé parut choquée. Sa famille, Nathan? Qu'est-ce qui t'arrive? Samedi soir, tu ne pouvais pas t'empêcher de la regarder, et maintenant tu défends son honneur comme une sorte de chevalier en armure étincelante. C'est ton ex-femme, pas une demoiselle innocente. C'est la mère de 3 enfants, s'emporta Nathan. Des enfants qui ne méritent pas d'être le sujet de tes petits ragots. Depuis quand t'intéresses-tu aux enfants des autres, rétorqua Chloé, son masque de douceur glissant enfin. Tu as été très clair sur le fait que tu ne voulais jamais d'enfants à nous. En fait, tu as été carrément hostile à l'idée. Nathan ouvrit la bouche pour répondre, puis la ferma. Elle avait raison. Il avait été catégorique sur le fait de ne pas vouloir d'enfants avec Chloé, affirmant toujours que les enfants interféreraient avec ses objectifs d'affaires et son style de vie. Mais la vérité était plus compliquée. Chaque fois que Chloé soulevait la question d'avoir des bébés, tout ce à quoi il pouvait penser, c'était les enfants qu'il aurait pu avoir avec la famille de Vanessa qu'il avait jetée. Cette conversation est terminée, dit Nathan. Turning back to his computer, I have work to do. Chloé stood up, her face flushed with anger. Fine. But don't think I don't know what is happening here, Nathan. You're having some kind of midlife crisis fantasy about your perfect ex-wife and her perfect little family. But let me remind you of something. You chose me. You left her for me. And you won't be discarded just because you're feeling nostalgic. After she left, slamming the door behind her, Nathan pulled the magazine back out of his drawer. This time, he studied the photo more carefully, focusing on the family dynamics visible in the background image. Lucas had his hand on Noah's shoulder while she showed him something in a small notebook, probably her superhero plan. Lila was standing close to Vanessa, their heads bent together as they whispered about something that made them both smile. Ivy was holding Lucas' other hand, her face turned up toward him with complete trust and adoration. It was a picture of a perfect family, a family that should have been his. By lunchtime, Nathan had made a decision that would have horrified his rational mind if he'd been thinking clearly. He left his office and drove to the exclusive private school that he discovered the children attended, information that had cost him a significant bribe to a private investigator. But money was no object when it came to learning about his daughter. Sterling Preparatory Academy was exactly the kind of school Nathan had dreamed of sending his children to someday, ivy-covered brick building, perfectly manicured ground, and the kind of security that ensured only the children of Manhattan elite walked this hall.
The fact that Vanessa could afford to send 3 children here simultaneously was another reminder of just how successful she had become. Nathan parked across the street and waited. He told himself he just wanted to see them again, to confirm what he already knew in his heart. He wasn't planning to approach them or interfere with their lives. He just needed to see his children. At 3h15 de l'après-midi, the school doors opened and students began streaming out. Nathan sat nearly stopped when he spotted them immediately, 3 little girls walking together towards the pickup area. Lila carried what looked like a science project, Ivy had a paint-splattered smoke over her uniform, and Noah was animatedly explaining something that required extensive hand gesture. They were beautiful, perfect, everything he had lost and didn't even know existed. A familiar figure appeared in the pickup line, Luca Bennett, driving a black Range Rover and wearing casual clothes that somehow made him look even more devastatingly handsome than he had in a tuxedo. Nathan watched with growing resentment his children as fastly up at the sight of the man they called Papa. Papa Luca. Noah broke away from her sisters and ran towards the car, launching herself into Luca's arms with complete trust that he would catch her. Luca spun her around, logging at whatever she was telling him before setting her down and crouching to her level to give her his full attention. Lila and Ivy approached more calmly, but her face showed the same joy and love that Noah's did. Nathan watched Luca help each girl into the car, making sure their seatbelts were properly fastened, listening to their chat about their day, responding to their questions with patience and genuine interest. It was everything Nathan had imagined doing with his own children someday, and Luca was doing it with natural ease and obvious love. As the Range Rover pulled away from the school, Nathan made another impulsive decision. He followed them. The drive led to Central Park, where Luca parked near the playground. Nathan watched from his car his family because that is what they were, he realized with painful clarity the afternoon playing together. Luca pushed Ivy on the swing while Lila showed off her monkey bar skill and Noah challenged other children to race around the playground. It was domestic and perfect and everything Nathan had never appreciated when he had the chance to build it himself. His phone buzzed with a text from Chloe, dinner at Cipriani tonight with the Anderson. Don't be late. Nathan stared at the message, then at the scene in front of him. Luca was now helping all 3 girls build an elaborate sandcastle, his expensive cloth forgotten and knelt in the dirt beside them. Their laughter carried across the playground, bright and joyful and completely self-conscious. Nathan deleted Chloe's text without responding. For 2 hours, he watched his children play with the man who had taken his place in their lives. Luca was everything Nathan hadn't been, patient, present, completely focused on the children's happiness rather than his own ambition. When Ivy scraped her knee on the slide, Luca cleaned and bandaged it with supply from what was obviously a well-stocked first aid kit in his car. When Lila got frustrated with a math problem she was working on, Luca sat beside her on a bench and helped her work through it step by step. When Noah challenged him to a race, Luca ran with her, letting her win by making it look like genuine competition. As the sun began to set, Nathan watched Luca gather up their things while the girls helped clean up the playground area, clearly a family rule about leaving place better than they found them. Before they left, Luca pulled all 3 girls into a group hug that made Nathan's chest ache with jealousy and loss. That night, Nathan couldn't focus on dinner with the Anderson. He barely heard Chloe's complaint about the restaurant service or her plan for their upcoming vacation to Monaco. All he could think about were 3 little girls who called another man Papa and had no idea their biological father was desperately watching them from the shadow. When they got home to their pantouz that Vanessa's money had originally purchased, Nathan went straight to his study and opened his laptop. It was time to learn everything he could about the children he had never known existed, the children who should have been his belonged to Luca Bennett instead. The children who represented everything he had lost when he chosen ambition over love and shallow attraction over the deep connection he shared with their mother. His beautiful daughter who were growing up without him, loved by a better man than he had ever been. Nathan's obsession had officially begun. Chapitre 5. La vérité dans des yeux innocents. Le rapport de l'enquêteur privé atterrit sur le bureau de Nathan à exactement 9h47 un jeudi qui allait tout briser. L'enveloppe manille était plus épaisse que prévu et ses mains tremblèrent alors qu'il brisait le sceau. Pendant 3 semaines,
il avait payé une somme exorbitante à Peterson Investigation pour découvrir la vérité sur les enfants de Vanessa et maintenant, cette vérité se trouvait littéralement entre ses mains. Il étala les documents sur son bureau en acajou, son cœur battant à tout rompre alors qu'il commençait à lire « Certificat de naissance, dossiers hospitaliers, dossiers médicaux, dossiers financiers de ses premières années où Vanessa avait lutté en tant que mère célibataire ». Le premier document confirma ce que Nathan savait déjà dans son âme, Lila Reed, Ivy Reed et Noah Reed étaient nés le 15 mars, il y a 8 ans, à l'hôpital du Mont-Sinaï. Des triplés, nés 6 semaines prématurément, de Vanessa Reed, 24 ans. Le père était répertorié comme « inconnu », mais les dossiers hospitaliers racontaient une histoire différente. Le nom de Nathan apparaissait dans les dossiers médicaux de Vanessa en tant que contact d'urgence, bénéficiaire de l'assurance, parent le plus proche pendant sa grossesse. Elle l'avait répertorié comme le père sur tous les documents préliminaires. Ce n'est qu'après que leur divorce eut été finalisé, alors qu'elle était enceinte de 7 mois, que son nom avait été systématiquement retiré et remplacé par « inconnu ». La respiration de Nathan devint laborieuse en lisant le résumé de la naissance, césarienne d'urgence en raison d'une prééclampsie et d'une détresse fœtale. La patiente a souffert d'un arrêt cardiaque pendant l'accouchement, réanimée après 4 minutes. Les bébés sont nés prématurément de manière critique, nécessitant des soins immédiats en USIN. 4 minutes. Vanessa avait été morte pendant 4 minutes en donnant naissance à leurs enfants, seule dans une chambre d'hôpital, parce que Nathan était trop occupé à passer sa lune de miel avec Chloé pour se soucier de ce qui arrivait à la femme qui l'avait abandonné. Les dossiers financiers peignaient un tableau encore plus dévastateur. Dans les mois qui ont suivi la naissance des enfants, Vanessa avait occupé 3 emplois tout en s'occupant de triplés prématurés. Ses cartes de crédit avaient été utilisées au maximum pour payer du lait maternisé spécialisé, des médicaments et la garde d'enfants. Il y avait des avis d'expulsion, des coupures de services publics et des factures médicales qui s'élevaient à 6 chiffres. Tout cela pendant que Nathan vivait dans le luxe avec Chloé, utilisant l'argent du fonds de fiducie de Vanessa pour étendre son empire commercial. Mais ce sont les photographies qui l'ont complètement détruit. L'enquêteur avait obtenu des séquences de sécurité de l'hôpital pendant ses premières semaines. Nathan fixa des images en noir et blanc granuleuses de Vanessa dormant sur des chaises d'usin, la tête posée sur ses bras alors qu'elle veillait à côté de 3 minuscules couveuses. D'autres photos la montraient marchant dans les couloirs à toute heure, tirant son lait maternel dans les chambres d'hôpital, rencontrant des médecins qui lui donnaient des nouvelles qui faisaient trembler ses épaules de sanglots silencieux. Elle avait été complètement seule. La dernière photographie était un portrait professionnel pris lorsque les bébés avaient 6 mois, la première photo de famille de Vanessa. Elle avait l'air épuisée mais radieuse, tenant 3 bébés en bonne santé et magnifiques qui avaient survécu contre toute attente. Lila dans une petite robe jaune, Ivy en rose, Noah en violet. L'amour dans les yeux de Vanessa était indubitable, mais il y avait aussi le regard hanté de quelqu'un qui avait enduré un traumatisme qui la marquerait à jamais. Le téléphone de Nathan sonna, le tirant de son étude horrifiée des documents. L'identifiant de l'appelant montrait que c'était son assistante, mais Nathan ne put se résoudre à répondre. Son monde entier s'effondrait autour de lui alors que l'ampleur de sa trahison devenait d'une clarté cristalline. Il avait 3 filles. Des filles magnifiques et brillantes. Qui avaient failli mourir parce qu'ils n'avaient pas été là quand elles avaient le plus besoin de lui. Des filles qui avaient grandi dans la pauvreté pendant qu'ils vivaient dans le luxe. Des filles qui appelaient un autre homme, papa, parce que leur vrai père les avait abandonnées avant même leur naissance. L'interphone bourdonna. Monsieur Cole, mademoiselle Reed est ici pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. Le sang de Nathan se figea. Vanessa était ici, maintenant. Il rassembla rapidement les dossiers de l'enquêteur, les fourrant dans le tiroir de son bureau avec des mains tremblantes. Laissez-la entrer, parvint-il à dire. Quand Vanessa entra par la porte de son bureau, Nathan fut de nouveau frappé par sa transformation. Elle portait un tailleur pantalon noir parfaitement ajusté qui criait pouvoir et sophistication, ses cheveux tirés en un chignon strict qui la rendait d'une certaine manière encore plus belle. Mais c'étaient ses yeux qui coupèrent le souffle de Nathan. Ils étaient remplis d'une fureur froide qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Bonjour, Nathan, dit-elle, sa voix dangereusement calme alors qu'elle fermait la porte derrière elle. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation. »« Vanessa, je... » »« Asseyez-vous, ordonna-t-elle, et quelque chose dans son ton fit que Nathan obéit immédiatement. « Savez-vous pourquoi je suis ici ?» La bouche de Nathan était aussi sèche que du sable. « Non. » Vanessa marcha jusqu'à son bureau et plaça une seule photographie sur la surface polie.
C'était une photo de Nathan assis dans sa voiture devant l'académie préparatoire Sterling, clairement prise avec un téléobjectif. L'école de mes enfants a une excellente sécurité, dit Vanessa d'un ton conversationnel. Ils prennent des photos de quiconque semble traîner dans les environs. Imaginez ma surprise lorsque le chef de la sécurité m'a montré cette photo et m'a demandé si je savais pourquoi mon ex-mari harcelait mes filles. Nathan fixa la photographie, son visage brûlant de honte. Je ne les harcelais pas. Je voulais juste. Je voulais les voir. Les voir, répéta Vanessa lentement. Et pourquoi voudriez-vous voir mes enfants, Nathan? Autant que vous sachiez, ils n'avaient rien à voir avec vous. Le piège était parfaitement tendu et Nathan y marcha droit dedans. Parce qu'elles sont miennes, murmura-t-il, les mots arrachés de son âme. Ce sont mes filles. Le sourire de Vanessa était assez tranchant pour couper du verre. Ah. Alors vous savez. Depuis combien de temps, Nathan? Depuis combien de temps savez-vous? J'ai compris. Je l'ai découvert. J'ai attendu que vous le découvriez depuis le gala de charité, répondit Vanessa, s'installant dans la chaise en face de son bureau avec une grâce de prédateur. Cela ne vous a pris que 3 semaines. Je suis honnêtement surprise que cela ait pris aussi longtemps. Noah vous ressemble exactement à cet âge. Les mains de Nathan se serrèrent en poing. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Quand tu as découvert que tu étais enceinte, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elles étaient miennes? Les questions semblaient suspendues dans l'air comme une arme chargée. Quand Vanessa parla, sa voix était si calme que Nathan dut se forcer pour l'entendre. Je te l'ai dit, Nathan. Je t'ai dit que j'étais enceinte de tes enfants. Je t'ai dit que nous allions avoir des triplés. Je t'ai dit quelles étaient les tiennes. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit? La mémoire de Nathan revint à ce jour horrible dans leur appartement, Vanessa assise sur leur canapé avec des larmes coulant sur son visage, des photos d'échographie éparpillées sur la table basse. Tu as dit, continua Vanessa, sa voix devenant plus forte et plus furieuse à chaque mot, que tu ne pouvais pas être lié par cela. Que tu construisais quelque chose d'important et ne pouvais pas être piégé par des bébés. Que j'essayais de te manipuler pour rester avec une grossesse que j'avais probablement planifiée. Je ne voulais pas dire. Tu as dit, la voix de Vanessa monta en un cri, que même si les bébés étaient les tiens, tu ne les voulais pas. Tu as renoncé à tes droits parentaux dans le cadre de l'accord de divorce, Nathan. Tu as légalement abandonné 3 enfants à naître parce que tu pensais que Chloé était un meilleur investissement. Nathan se sentit comme s'il se noyait. J'étais jeune. J'avais peur. J'ai fait une erreur. Une erreur? Vanessa était debout maintenant, sa façade soigneusement contrôlée complètement brisée. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait au magasin, Nathan. Une erreur, c'est d'être en retard pour le dîner. Ce que tu as fait, c'est choisir de détruire 4 vies parce que tu as décidé que nous ne valions pas le dérangement. Je sais, et je suis désolé. Désolé? Vanessa rit, mais il n'y avait aucun humour dans le son. Tu veux savoir à quoi ressemble le désolé, Nathan? Le désolé, c'est donner naissance à 3 bébés, 6 semaines plus tôt, parce que le stress de ta trahison a failli me tuer. Le désolé, c'est faire un arrêt cardiaque sur la table d'accouchement parce que ma tension artérielle a atteint des niveaux d'accident vasculaire cérébral. Le désolé, c'est se réveiller en usin pour découvrir que tes filles pourraient ne pas survivre à leur première semaine de vie. Le visage de Nathan était blanc comme du papier. Elles ont failli mourir? Noah a cessé de respirer 2 fois au cours de sa première semaine, continua Vanessa sans pitié. Lila a eu un saignement dans son cerveau. Ivy ne pouvait pas réguler la température de son corps. J'ai passé 6 semaines à dormir sur des chaises d'hôpital, à tirer mon lait maternel toutes les 2 heures et à prier Dieu pour que mes bébés vivent pour voir leur premier mois. Je ne savais pas, parce que tu n'as pas pris la peine de savoir. Vanessa claqua sa main sur son bureau, faisant sursauter Nathan. Tu étais trop occupé à jouer à la maison avec ta secrétaire pour t'en soucier de la famille que tu as détruite. Où étaient tes parents? Ta famille? Sûrement qu'ils ont aidé. Mon père venait d'être diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer précoce, dit Vanessa amèrement. Ma mère s'occupait de ses soins tout en essayant de maintenir sa carrière de juge. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais j'étais essentiellement seul avec 3 nourrissons gravement malades. Nathan enfouit son visage dans ses mains. Mon Dieu, Vanessa, je suis tellement désolé. Si j'avais su. Si tu avais su, quoi? La voix de Vanessa était de nouveau glaciale.
Tu te serais précipité pour jouer au héros? Tu aurais abandonné ta nouvelle femme pour aider la femme que tu as trompée et rejetée? N'insulte pas mon intelligence, Nathan. J'aurais fait quelque chose. J'aurais aidé financièrement, au moins. Avec quel argent? Demanda Vanessa sarcastiquement. L'argent que tu as volé à mon fonds de fiducie? L'argent que tu as utilisé pour construire ton précieux empire pendant que j'occupais 3 emplois et que je choisissais entre acheter du lait maternisé et payer la facture d'électricité? Nathan la regarda avec confusion. Je n'ai pas volé à ton fonds de fiducie. Cet argent a été investi dans l'entreprise. Notre entreprise. Notre entreprise que tu as gardée entièrement pour toi, corrigea Vanessa. Notre entreprise qui a été construite sur les relations de ma famille et ma fondation financière. Notre entreprise que tu as revendiquée comme ta seule création, au moment où tu as décidé que j'étais jetable. La vérité commençait à s'installer et Nathan se sentit mal. Vanessa, dis-moi. Dis-moi, Nathan, quelle part de Cole Venture existerait sans cet investissement initial de 50 millions de dollars de mon fonds de fiducie? Nathan ne put répondre car il connaissait tous deux la vérité. Son empire entier avait été construit sur la fondation de Vanessa et il avait passé des années à se convaincre que son propre génie avait été la clé de son succès. Je veux les connaître, dit Nathan désespérément. Je veux être leur père. Le rire de Vanessa était amer et brisé. Tu as abandonné ce droit il y a 8 ans. Lucas Bennett est leur père. Il était là pour leur premier pas, leur premier mot, leur premier jour d'école. C'est lui qui veille sur elles quand elles sont malades, les aide avec leurs devoirs et leur raconte des histoires au coucher. Tu n'es rien pour elles qu'un étranger qui les suit comme un harceleur. Mais je suis leur père biologique. La biologie ne fait pas de toi un père, Nathan, la voix de Vanessa se brisa d'émotion. L'amour fait de toi un père. Le sacrifice fait de toi un père. Le fait d'être là chaque jour fait de toi un père. Lucas a gagné le droit d'être appelé au papa par 3 petites filles qui avaient besoin d'un papa. Tu as renoncé à ce droit quand tu as choisi tes propres désirs égoïstes plutôt que le bien-être de ta famille. Nathan se leva, tendant la main vers elle désespérément. Il n'est pas trop tard. Je peux changer. Je peux être le père qu'elle mérite. On pourrait réessayer. Nous. Vanessa le fixa avec un étonnement absolu. Il n'y a pas de nous, Nathan. Il n'y aura plus jamais de nous. J'épouse Lucas Bennett dans 6 mois et il adopte légalement mes filles. Elles seront des enfants Bennett de toutes les manières qui comptent. Mais elles sont miennes. Non, dit fermement Vanessa. Elles sont miennes. Je les ai gagnées grâce à 42 heures de travail, 3 ans de nuit sans sommeil et 8 ans à être leur mère. Tu as contribué à un peu d'ADN et tu as disparu. Cela ne les rend pas tiennes. Nathan sentit son monde s'effondrer autour de lui. S'il te plaît, Vanessa, donne-moi une chance de prouver que j'ai changé. Laisse-moi faire partie de leur vie. De la même manière que tu m'as donné une chance quand je t'ai supplié de ne pas partir, demanda Vanessa tranquillement. De la même manière que tu as tenu compte des sentiments de ta femme enceinte quand tu étais avec ta secrétaire dans notre lit. Les mots crus frappèrent Nathan comme un coup physique, en partie parce que Vanessa ne jurait jamais et en partie parce qu'il le forçait à faire face à la réalité brutale de ce qu'il avait fait. J'étais différent à l'époque, plaida Nathan. Je ne suis pas le même homme qui t'a blessé. Tu as raison, acquiesça Vanessa, se dirigeant vers la porte. Tu es pire. L'homme qui m'a quitté était au moins honnête au sujet de son égoïsme. Cette version de toi veut apaiser sa culpabilité en perturbant la vie de 3 enfants innocents qui sont parfaitement heureux avec la famille qu'ils ont. Elle s'arrêta à la porte, sa main sur la poignée. Reste loin de mes filles, Nathan. Je ne le demanderai plus. Et si je ne le fais pas? Demanda Nathan, le désespoir le rendant imprudent. Vanessa se tourna vers lui avec un sourire qui était purement prédateur. Alors tu découvriras exactement combien de pouvoir une femme méprisée peut exercer lorsqu'elle n'a plus rien à perdre. J'ai passé 8 ans à construire un empire dans un seul but, m'assurer que tu ne pourras plus jamais faire de mal à ma famille. Ne me mets pas à l'épreuve. Alors que la porte se refermait derrière elle, Nathan s'effondra dans sa chaise, fixant la photographie qu'elle avait laissée sur son bureau, lui assis dans sa voiture comme un harceleur pathétique, regardant les enfants qu'il avait abandonnés. Pour la première fois en 8 ans, Nathan Cole comprit le coût réel de ses choix et, pour la première fois de sa vie, il réalisa que certaines erreurs ne pouvaient jamais être effacées. Ses filles étaient perdues pour lui à jamais, et c'était entièrement sa propre faute.
Chapitre 6. L'Empire bâti sur des cendres. La salle de guerre d'Aurora Enterprises ressemblait à quelque chose d'un thriller militaire. Des fenêtres du sol au plafond offraient des vues panoramiques sur Manhattan, mais l'attention de Vanessa était concentrée sur des écrans muraux affichant des données financières en temps réel, des flux d'actualité et des rapports de renseignement d'entreprise. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa confrontation avec Nathan et maintenant, venait le moment de démanteler systématiquement tout ce qu'il avait bâti sur la fondation de ses rêves volés. Lucas se tenait à ses côtés, sa tablette affichant des documents juridiques qui deviendraient bientôt le pire cauchemar de Nathan. À 34 ans, Lucas avait orchestré des OPA hostiles valant des milliards, mais il n'avait jamais vu personne planifier un assassinat d'entreprise avec la précision et la fureur froide que Vanessa démontrait. Le dépôt auprès de la SEC sera en ligne dans 30 minutes, dit Lucas, sa voix stable et encourageante. Une fois que ce sera public, Nathan saura qu'il ne s'agit pas seulement de sentiments blessés. Il s'agit de justice. Vanessa hocha la tête, ses yeux sombres fixés sur une photographie de Nathan provenant du journal d'affaires de la semaine dernière. Il avait l'air confiant, prospère, complètement inconscient que son empire était sur le point de s'effondrer. Bien. Je veux qu'il comprenne que chaque chose qu'il pense avoir accomplie a été construite sur un terrain volé. Maman ? La voix de Lila venait de l'embrasure de la porte et Vanessa se tourna pour voir sa fille aînée debout là dans son uniforme scolaire, son expression sérieuse encore plus prononcée que d'habitude. Mademoiselle Rodriguez a dit que je pouvais monter après avoir fini mes devoirs. Vas-tu vraiment détruire la compagnie de cet homme ? La manière de Vanessa dans la salle de guerre s'adoucit instantanément alors qu'elle s'agenouillait au niveau de Lila. Sa fille était précoce au-delà de ses 7 ans, avec une intelligence qui surprenait parfois les adultes et une curiosité pour les affaires qui rivalisaient avec la plupart des étudiants en MBA. Je vais corriger une injustice, ma chérie, expliqua Vanessa avec soin. Parfois, quand les gens prennent des choses qui ne leur appartiennent pas, il faut trouver un moyen de rétablir l'équité. Comme quand Tommy Morrison a volé les fournitures d'Ardivy et que la maîtresse l'a obligé à les rendre ? Demanda Lila. Exactement comme ça, intervint Lucas, se déplaçant pour les rejoindre. Sauf que c'est du vol d'adulte et que cela nécessite des conséquences d'adulte. Lila hocha la tête gravement. Est-ce que ça va lui faire mal ? La question resta en suspens dans l'air pendant un moment. Vanessa envisagea de mentir, mais elle avait toujours été honnête avec ses enfants sur les complexités du monde. Oui, dit-elle finalement. Ça va lui faire mal. Mais parfois, les gens ont besoin de subir les conséquences de leurs actions, même si ces conséquences sont douloureuses. Bien, dit Lila avec une intensité surprenante. Il t'a fait pleurer. Je me souviens que quand nous étions petites, tu pleurais la nuit quand tu pensais que nous dormions. Personne ne devrait faire pleurer notre maman. Le cœur de Vanessa se serra à la réalisation que ses filles avaient été conscientes de sa douleur, même quand elles pensaient l'avoir cachée. Tout cela est du passé maintenant, ma puce. Nous avons notre famille, nous avons papa Lucas et nous ne laisserons plus jamais personne nous faire de mal. Lila la serra fort dans ses bras, puis leva les yeux vers Lucas. Papa, tu m'apprendras les OPA hostiles après le dîner ? Je veux comprendre comment maman va gagner. Lucas rit, le son chaleureux et fier. Je pense que nous devrions d'abord commencer par les devoirs de maths normaux, princesse, mais oui, je t'expliquerai quelques concepts d'affaires après que tu auras terminé tes devoirs scolaires. Alors que Lila repartait en sautillant vers l'espace familial du Penthouse, le téléphone de Vanessa sonna. Le nom du juge Margaret Reed apparut sur l'écran et Vanessa répondit immédiatement. Maman, dit Vanessa, sa voix se réchauffant d'une affection authentique pour la femme qui l'avait soutenue pendant la période la plus sombre de sa vie. Ma puce, la voix de Margaret était nette et professionnelle, mais Vanessa pouvait entendre la satisfaction sous-jacente. Je voulais te faire savoir que la SEC a reçu notre documentation préliminaire. Ton ami de l'unité des crimes financiers du FBI était très intéressé par la preuve de détournement de fonds de fiducie. À quel point intéressé ? Demanda Vanessa, mettant le téléphone sur haut-parleur pour que Lucas puisse entendre. Assez intéressé pour ouvrir une enquête formelle, répondit Margaret. Il semble que l'utilisation du fonds de fiducie de quelqu'un comme capital de démarrage sans documentation appropriée, puis la revendication de l'entreprise qui en résulte comme votre seule création, pourrait constituer plusieurs crimes fédéraux. Lucas siffla doucement. Fraude sur les valeurs mobilières, évasion fiscale, peut-être fraude électronique s'il a utilisé des transferts électroniques. Tout ce qui précède, confirma Margaret. De plus,
Les déclarations de revenus de Nathan pour les 8 dernières années le montrent en train de réclamer la pleine valeur de l'entreprise sans reconnaître aucune dette envers le fonds de fiducie de Vanessa. C'est de la fraude à plusieurs niveaux. Vanessa sentit une satisfaction sombre s'installer dans sa poitrine. Combien de temps avant qu'il n'agisse? L'enquête pourrait prendre des mois, mais le gel préliminaire des avoirs pourrait se produire d'ici quelques jours. Une fois que cela commencera, Nathan aura beaucoup de mal à maintenir son mode de vie actuel. Après avoir terminé l'appel avec sa mère, Vanessa tourna son attention vers les autres écrans de sa salle de guerre. Julian Bennett, le frère de Lucas, apparut via vidéoconférence depuis son bureau au Wall Street Journal. « Vanessa, l'exposé est prêt à être diffusé », dit Julian, l'excitation du journaliste évidente même à travers l'écran d'ordinateur. « J'ai vérifié toute l'histoire d'origine de Nathan et c'est un château de cartes. Le récit du milliardaire autodidacte s'effondre complètement lorsque vous tracez le financement initial jusqu'à votre fonds de fiducie. »« Quel est le titre ?» demanda Lucas avec une fierté fraternelle. « La fraude derrière la fortune, comment Nathan Cole a bâti son empire sur des rêves volés ?» répondit Julian. « Ce sera en première page demain, avec une enquête complète à l'intérieur. J'ai de la documentation sur les transferts de fonds de fiducie, des entretiens avec les premiers employés qui se souviennent que Vanessa a joué un rôle déterminant dans le lancement de l'entreprise et des citations de professeurs d'affaires sur les implications juridiques de revendiquer l'investissement de quelqu'un d'autre comme son propre succès. » Vanessa hocha la tête en signe d'approbation. « Et l'angle de l'histoire humaine ? Je me suis concentré sur le problème systémique des hommes puissants qui s'attribuent le mérite des contributions des femmes, expliqua Julian. Nathan devient une étude de cas sur la facilité d'effacer le rôle d'une femme dans un succès commercial, surtout lorsque le divorce et la trahison sont impliqués. Cela va résonner avec beaucoup de lecteurs qui ont vu des situations similaires. » Alors que l'appel vidéo se terminait, Lucas se plaça derrière la chaise de Vanessa, ses mains se posant sur ses épaules dans un geste de soutien et de solidarité. « Tu sais qu'il n'y a pas de retour en arrière après ça, » dit-il doucement. « Une fois que ces dominos commenceront à tomber, le monde de Nathan va s'effondrer complètement. »« Bien, » répondit Vanessa sans hésitation. « Il a détruit mon monde il y a 8 ans alors que j'étais enceinte et vulnérable. Maintenant, il va expérimenter ce que ça fait de tout perdre pendant que tout le monde regarde. »« Et Chloé ?» demanda Lucas. Le sourire de Vanessa était tranchant. « Chloé l'abandonnera au moment où ses cartes de crédit cesseront de fonctionner. Les femmes comme elle ne restent pas pour la phase de nettoyage. » Comme si elle était convoquée par leur conversation, le téléphone de Vanessa vibra avec une notification de son équipe de surveillance. Le mariage de Nathan montrait déjà des fissures, il dormait dans son bureau depuis la semaine dernière, et Chloé avait été vue au déjeuner avec son avocate de divorce. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans le bureau d'angle de Nathan, le premier domino était sur le point de tomber. Nathan fixa son écran d'ordinateur avec une horreur croissante alors que la notification de dépôt auprès de la SEC apparaissait dans sa boîte de réception. Aurora Enterprises alléguait formellement que Cole Venture avait été construit en utilisant des fonds détournés, et ils avaient de la documentation datant d'il y a 8 ans pour le prouver. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait le dossier. Chaque détail de la fondation de sa compagnie était exposé avec une précision chirurgicale, l'investissement de 50 millions de dollars du fonds de fiducie de Vanessa qui n'avait jamais été correctement documenté comme un prêt, le transfert progressif des actifs à son seul nom pendant leur mariage, le retrait systématique du nom de Vanessa de tous les documents d'entreprise suite à leur divorce. « Ça ne peut pas arriver », marmonna Nathan, faisant défiler page après page de preuves qui le peignaient comme un fraudeur et un voleur. Son interphone bourdonna. « Monsieur Cole, il y a plusieurs journalistes dans le hall qui demandent une déclaration au sujet de quelque chose appelé rêve volé. Dois-je les renvoyer ?» Le sang de Nathan se figea. Si des journalistes étaient déjà là, cela signifiait que l'histoire était sur le point d'éclater publiquement. Sa réputation, ses relations d'affaires, toute son image soigneusement construite était sur le point d'être détruite. « Ne laissez personne monter, » dit Nathan frénétiquement, « et mettez-moi mon avocat au téléphone immédiatement. » Mais même en parlant, Nathan savait qu'il était trop tard. Vanessa avait planifié cet assaut avec une précision militaire, et elle avait les ressources pour l'exécuter sans faille. L'enquête de la SEC gèlerait ses avoirs, l'exposition médiatique détruirait sa réputation, et les défis juridiques coûteraient des millions auxquels il n'aurait peut-être pas accès. Le soir, le cauchemar de Nathan était devenu réalité. L'article du Wall Street Journal était dévastateur, le peignant comme un homme qui avait bâti sa fortune sur le dos d'une femme qui l'avait trahi.
son téléphone sonnait constamment avec des appels d'investisseurs, de partenaires commerciaux et de membres du conseil d'administration exigeant des explications. Mais ce fut l'appel de Chloé qui porta le coup final. Nathan, sa voix était froide et professionnelle, rien à voir avec les tons sensuels qu'elle utilisait d'habitude. J'ai parlé à mon avocate, et nous pensons qu'il est préférable que nous nous séparions pendant que tu gères ces allégations. Nous séparer? Nathan ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Chloé, tout cela n'est qu'un malentendu. Les accusations ne tiendront pas, les accusations? Le rire de Chloé était amer. Nathan, je me fiche des accusations. Je me soucie de ma réputation et de mon avenir. Je ne peux pas être marié à quelqu'un qui fait l'objet d'une enquête pour fraude. Mais je t'aime. Dit Nathan désespérément, les mots sonnant creux, même en les prononçant. L'amour ne paie pas pour des pantouses et des vêtements de créateur, répondit Chloé sans détour. Et si tu es sur le point de tout perdre, alors j'ai besoin de me protéger. Je déménage ce soir. La ligne se coupa, laissant Nathan seul dans son bureau avec les débris de sa vie étalés sur son bureau sous la forme de documents juridiques et de coupures de journaux. De l'autre côté de la ville, Vanessa bordait ses filles, leur lisant une histoire sur un phénix qui renaît de ses cendres, plus fort et plus beau qu'avant. Lucas était assis à leur côté, ajoutant des voix pour différents personnages et faisant rire les filles avec ses interprétations dramatiques. « Maman » dit Noah d'une voix endormie alors que Vanessa l'embrassait pour lui dire bonne nuit, « Le phénix a-t-il fait du mal aux gens qui ont essayé de la brûler ?»« Non, ma chérie » répondit doucement Vanessa. « Le phénix n'a pas eu besoin de faire du mal à qui que ce soit. Elle leur a juste montré qu'il ne pouvait pas détruire quelque chose qui était destiné à s'envoler. » Alors que Vanessa et Lucas quittaient la chambre des enfants, Lucas la serra dans ses bras, son amour et son admiration évidents dans chaque touche. « Comment tu te sens » demanda-t-il, pressant un baiser doux sur son front. « Obtenir justice après toutes ces années ?»« Comme si je pouvais enfin respirer à nouveau » répondit Vanessa honnêtement. « Mais ce n'est que le début. Nathan va tout perdre et il va comprendre exactement ce qu'il a jeté quand il a choisi l'avidité plutôt que l'amour. » À l'extérieur des fenêtres de leur pentouse, Manhattan scintillait comme un champ de bataille où Vanessa Reed venait de remporter la première victoire majeure dans une guerre qui durait depuis 8 ans. L'empire bâti sur des cendres était sur le point de s'effondrer et de ses ruines, la justice allait enfin se lever. Chapitre 7. Le désespoir d'un père. La Porsche de Nathan ressemblait à une prison alors qu'il était assis sur le parking de l'académie préparatoire Sterling, regardant d'autres parents récupérer leurs enfants avec une facilité décontractée. Des gens dont la vie n'implosait pas. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que l'enquête de la SEC était devenue publique et le monde de Nathan s'était effondré plus vite qu'il ne pouvait le comprendre. Ses avoirs étaient gelés, son entreprise faisait l'objet d'une enquête fédérale, Chloé demandait le divorce. Mais rien de tout cela n'avait d'importance comparé aux 3 petites filles qui allaient sortir par ses portes. Ces filles, qui n'avaient aucune idée que leur père biologique les regardait désespérément depuis l'ombre. À 15h15, les portes de l'école s'ouvrirent. Le cœur de Nathan se serra lorsqu'il les aperçut, Lila avec son expression sérieuse, Ivy avec des taches de peinture sur son uniforme, Noah rebondissant pratiquement alors qu'elle expliquait de manière animée quelque chose à ses sœurs qui nécessitait de nombreux gestes de la main. Elles étaient magnifiques, parfaites, tout ce qu'il avait perdu et dont il n'avait même pas su qu'il lui manquait. Le Range Rover de Lucas se gara dans la zone de ramassage et Nathan regarda les visages de ses filles s'illuminer comme le matin de Noël. « Papa Lucas !» La voix de Noah porta à travers le parking alors qu'elle se mettait à courir, se lançant dans les bras de Lucas avec une confiance totale. « On va construire des fusées la semaine prochaine et je veux la mienne en violet avec des flammes argentées. » Lucas la fit tourner en riant. « Le violet avec des flammes argentées, ça a l'air parfait, petite guerrière. » Lila s'avança avec un froncement de sourcils. « Papa, il y a un homme sur le parking qui nous observe. Madame Henderson m'a demandé si je savais qui il était. » Le sang de Nathan se figea. Sa fille de 7 ans avait non seulement remarqué sa surveillance, mais l'avait signalé au responsable de l'école. L'attitude de Lucas changea immédiatement, son entraînement militaire évident alors qu'il évaluait les menaces. Ses yeux balayèrent la zone jusqu'à ce qu'il se pose sur la Porsche de Nathan. « Les filles, dit calmement Lucas. Montez dans la voiture. Mettez vos ceintures. Tout va bien, papa ? Demanda Ivy, sentant la tension. Tout va bien, ma chérie, l'assura Lucas, tendant la main vers son téléphone alors que les enfants grimpaient dans le Range Rover. Nathan prit une décision impulsive. Au lieu de s'en aller,
Il sortit et marcha vers le véhicule de Lucas. Monsieur Bennett, cria Nathan, le désespoir non dissimulé dans sa voix. Attendez, s'il vous plaît. Je veux juste leur parler une minute. Lucas se positionna entre Nathan et la voiture, sa posture protectrice et indubitablement menaçante. Retournez dans votre voiture et partez, Cole. Non. Ce sont mes filles, dit Nathan, sa voix se brisant. Je veux juste les rencontrer correctement. Je veux qu'elles sachent qui je suis. Elles savent qui est leur père, répondit Lucas froidement. Et ce n'est pas vous. À travers les vitres de la voiture, Nathan pouvait voir 3 visages qui regardaient avec confusion et alarme. Lila murmurait à ses sœurs, Ivy avait l'air effrayée, Noah avait l'air en colère, les instincts protecteurs hérités de sa mère déjà activés. S'il vous plaît, supplia Nathan. Juste 5 minutes. Laissez-moi me présenter. Vous laissez quoi? La voix de Lucas était dangereusement calme. Confondre et traumatiser 3 enfants parce que vous avez une crise de la quarantaine? Je suis leur père biologique, cria Nathan. La biologie ne fait pas de vous un père, répondit Lucas. Le fait d'être la fait de vous un père. Vous n'êtes rien pour elle qu'un étranger qui les a harcelés. Nathan put voir Noah baisser sa fenêtre, sa voix de cet emportant clairement à travers le parking. Papa Lucas, c'est qui cet homme? Pourquoi il te crie dessus? Lucas adoucit immédiatement sa voix. Juste quelqu'un qui est confus, princesse. Papa s'en occupe. Je devrais appeler maman, demanda Noah, sa main se tendant déjà vers le téléphone que Lucas lui avait donné pour les urgences. Pas encore, ma chérie. Reste juste dans la voiture avec tes sœurs, d'accord? Nathan se sentit mourir à l'intérieur. Sa fille, sa propre chair et son sang, parlaient d'appeler Vanessa parce qu'un étranger la dérangeait. Pour Noah, Nathan n'était pas un père potentiel ou un membre de la famille. Il était une menace à gérer. Je peux leur donner des choses, dit Nathan désespérément. Je peux subvenir à leurs besoins. J'ai de l'argent, des relations, des opportunités. Vous aviez, corrigea Lucas. D'après les nouvelles, vous aviez de l'argent. Maintenant, vous faites l'objet d'une enquête fédérale pour fraude et votre femme demande le divorce. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir offrir à 3 enfants qui ont déjà tout ce dont ils ont besoin? La vérité des mots de Lucas frappa Nathan comme un coup physique. Il n'avait rien à offrir à ses filles, sauf du chaos et de la confusion. Son empire s'effritait, sa réputation était détruite et sa vie personnelle était un désastre. Pendant ce temps, Lucas pouvait leur offrir de la stabilité, de l'amour et de la sécurité. Je peux changer, dit Nathan, entendant le désespoir pathétique dans sa propre voix. Je peux être meilleur. Je peux être le père qu'elles méritent. Où était cet engagement il y a 8 ans quand elles avaient besoin de vous, demanda Lucas. Où était ce dévouement quand leur mère mourait en couche? Où était cet instinct paternel quand elles se battaient pour leur vie en usain? Chaque question était comme un couteau pour l'âme de Nathan car elles avaient toutes la même réponse, il n'avait pas été là. Il avait été aux Maldives, en lune de miel avec Chloé, pendant que ses filles luttaient pour survivre et que leur mère se remettait de son quasi-décès pour les mettre au monde. Je ne savais pas, commença Nathan. Parce que vous ne vouliez pas savoir, le coupa Lucas. Vous avez fait votre choix il y a 8 ans. Vous avez choisi vos propres désirs égoïstes plutôt que le bien-être de votre famille. Vous ne pouvez pas changer d'avis maintenant que c'est pratique pour vous. Papa Lucas? La voix de Lila était petite et inquiète. Est-ce que cet homme va nous faire du mal? La question brisa le cœur de Nathan en 1 million de morceaux. Sa propre fille demandait si son père biologique allait faire du mal à sa famille. La famille dont il aurait dû faire partie, mais qu'il avait jetée pour une femme superficielle et un plaisir temporaire. Non, ma chérie, l'assura Lucas, ne quittant jamais Nathan des yeux. Personne ne fera de mal à notre famille. Nathan remarqua l'insistance sur « notre famille », une unité qui ne l'incluait explicitement pas. Il était un étranger, une menace, un problème à résoudre. Je resterai loin de l'école, dit Nathan finalement, les mots arrachés de son âme. Mais je veux des droits de visite. Je veux une reconnaissance légale en tant que leur père. Le sourire de Lucas était tranchant et sans humour. Vous avez renoncé à vos droits parentaux dans le cadre de votre accord de divorce, rappelez-vous? Vous avez légalement abandonné 3 enfants à naître parce que vous pensiez que Chloé était un meilleur investissement. Je peux contester ça. Je peux engager un avocat. Avec quel argent? Demanda brutalement Lucas.
Vos avoirs sont gelés, votre femme demande le divorce et vous êtes sur le point d'être inculpé pour des crimes fédéraux. Même si vous pouviez vous payer un avocat, quel juge accorderait la garde à un homme qui fait l'objet d'une enquête pour fraude? Le téléphone de Nathan sonna, ajoutant l'insulte à l'injure. Le nom de Chloé apparut sur l'écran, probablement pour l'informer d'une nouvelle indignité qu'elle infligeait par l'intermédiaire de son avocate de divorce. Répondez, suggéra Lucas froidement. Je suis sûr que votre femme a d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer sur votre vie qui s'effrite. Nathan déclina l'appel, mais le mal était fait. Il était un homme sans argent, sans réputation, sans famille et sans avenir, essayant de réclamer des enfants qui étaient heureux et en sécurité sans lui. Je les aime, murmura Nathan, les mots à peine audibles. Non, répondit Lucas fermement. Vous aimez l'idée qu'elles sont vôtres. Vous aimez le potentiel qu'elles représentent pour racheter vos échecs. Mais vous ne les connaissez pas assez pour les aimer. Vous ne savez pas que Lila veut être PDG comme sa mère, ou qu'Ivy peint des tableaux de notre famille chaque semaine, ou que Noah veut être un super-héros pour pouvoir protéger les gens, comme j'ai protégé leur mère. Chaque détail était un autre rappel de tout ce que Nathan avait manqué, à quel point Lucas connaissait les propres enfants de Nathan, ce que Nathan lui-même n'apprendrait jamais. S'il vous plaît, tenta Nathan une dernière fois. Laissez-moi juste leur dire qui je suis. Laissez-moi expliquer. Expliquer quoi? La voix de Lucas était froide comme un vent arctique. Expliquer que vous avez abandonné leur mère quand elle était enceinte? Expliquer que vous avez choisi une autre femme plutôt qu'elles avant même qu'elle ne soit née? Expliquer que vous avez passé 8 ans à ignorer leur existence jusqu'à ce qu'il devienne pratique de vous en souvenir? Nathan n'avait pas de réponse, parce qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Tout ce que Lucas disait était vrai, et la vérité était accablante. Reste loin de ma famille, Cole, dit Lucas, retournant vers sa voiture. Et si je te revois près de mes filles, je te ferai arrêter pour harcèlement, et crois-moi, avec tes problèmes juridiques actuels, tu ne peux pas te permettre d'avoir plus de chef d'accusation. Alors que Lucas s'éloignait avec la fille de Nathan, ou plutôt ses filles, qui appelaient un autre homme, papa, et se tournaient vers un autre homme pour leur protection, Nathan resta seul sur le parking, se sentant plus perdu et brisé qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie. Son téléphone sonna de nouveau, cette fois son avocat, probablement pour lui annoncer de plus mauvaises nouvelles concernant l'enquête de la SEC ou la procédure de divorce de Chloé. Nathan refusa cet appel aussi et remonta dans sa Porsche, entouré par les débris de la vie qu'il avait construite sur des rêves volés. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Nathan comprit vraiment ce qu'il avait perdu, pas seulement de l'argent ou sa réputation ou un empire commercial, mais 3 magnifiques filles qui grandiraient en appelant un autre homme, papa, qui marcheraient jusqu'à l'autel de leur mariage sans lui, qui donneraient à leurs propres enfants l'amour d'un grand-père qu'ils ne gagneraient jamais. Il avait mis sa famille en jeu pour un plaisir temporaire et une ambition superficielle, et il avait tout perdu ce qui comptait. Maintenant, il n'était plus qu'un étranger sur un parking, regardant la vie qu'il aurait pu avoir s'éloigner dans la voiture de quelqu'un d'autre. Chapitre 8. L'effondrement. Les agents fédéraux arrivèrent chez Cole Venture à exactement 9h17, un mardi qui marquerait la destruction complète de l'empire de Nathan. Nathan regardait depuis la fenêtre de son bureau de coin alors qu'il plaçait des avis de saisie d'actifs sur les portes d'entrée du bâtiment, gelant officiellement tout ce qu'il pensait posséder. Les employés se regroupaient en grappes, chuchotant et montrant du doigt, leur visage affichant le choc et la satisfaction que l'on ressent en regardant un tyran tomber. Les mains de Nathan tremblèrent alors qu'il se servait un autre scotch, bien qu'il soit à peine l'heure du petit déjeuner. Le mois passé avait été une avalanche incessante de catastrophes juridiques, d'humiliations médiatiques et de trahisons personnelles. L'enquête de la SEC avait révélé non seulement le détournement de la fiducie de Vanessa, mais un ensemble d'irrégularités financières qui dépeignaient Nathan comme étant soit criminellement incompétent, soit délibérément frauduleux. Son interphone grésilla. M. Cole, la voix de son assistante tremblait, les agents du FBI sont ici. Ils vous demandent de descendre dans le hall. Nathan ferma les yeux, savourant ce qu'il savait être ses derniers instants dans le bureau qui avait autrefois été son royaume. Le bureau de coin avec sa vue panoramique sur Manhattan, le bureau en acajou où il avait signé des millions de dollars de contrats, le mur de prix qui avait nourri son ego pendant 8 ans. Tout cela construit sur la base des rêves volés de Vanessa. Dites-leur que j'arrive, dit Nathan, sa voix creuse. Les agents du FBI étaient professionnels mais implacables. L'agent Emily Wong, une femme sévère d'une 40aine d'années, lut à Nathan ses droits avec une précision mécanique née d'innombrables répétitions. Les accusations étaient nombreuses, fraude boursière, fraude télégraphique,
évasion fiscale et blanchiment d'argent. Chaque chef d'accusation entraînait des années de prison fédérale. Monsieur Cole, vous avez le droit de garder le silence, continua l'agent Wong alors que des menottes se refermaient sur les poignets de Nathan. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous. Alors que Nathan était conduit menotté à travers le hall, devant des employés qu'il avait autrefois respectés et craints, il pensa à la promesse de Vanessa quelques semaines auparavant, tu découvriras exactement quel pouvoir une femme bafouée peut exercer lorsqu'il ne lui reste plus rien à perdre. Elle avait tenu parole avec une précision dévastatrice. Le cirque médiatique à l'extérieur était une frénésie. Les journalistes hurlaient des questions, les photographes capturaient la marche d'humiliation de Nathan, et des hélicoptères de presse tournaient au-dessus de sa tête comme des vautours. La déchéance de Nathan se déroulait en temps réel sur toutes les grandes chaînes. La une du New York Post porta le coup final à son orgueil, fraudeur autodidacte, le PDG déchu a bâti un empire sur l'amour volé. La caution fut fixée à 10 millions de dollars, un montant auquel Nathan n'avait plus accès. Ses avoirs gelés le rendaient effectivement indigent, et aucun agent de cautionnement ne toucherait à des accusations de fraude fédérale. Nathan passa sa première nuit en 20 ans dans une cellule de prison. Pendant ce temps, dans une suite d'hôtels de luxe, Chloé passait le meilleur moment de sa vie. Chérie, roucoula-t-elle dans son téléphone, parlant à son avocat spécialisé en divorce tout en se faisant faire une manucure. Assurez-vous de souligner à quel point je suis choqué par le comportement criminel de Nathan. Je n'avais aucune idée de ses irrégularités financières. La vérité était que Chloé savait exactement quel genre d'homme Nathan était lorsqu'elle l'avait séduit pour l'éloigner de Vanessa. Elle avait simplement calculé que devenir Madame Nathan Cole valait le risque d'être finalement mise de côté. Mais Chloé était une survivante. Dès que l'empire de Nathan commença à s'effondrer, elle avait activé sa stratégie de sortie. Sa liaison avec Victor Sterling, héritier d'une fortune pharmaceutique, durait depuis 6 mois, une assurance pour le cas où la chance de Nathan tournerait. Je veux la moitié de tout ce qui n'est pas saisi par le gouvernement, continua Chloé. La maison dans les Hamptons, la collection d'art, tout ce qu'ils ne peuvent pas prouver a été acheté avec de l'argent frauduleux. Le téléphone de Chloé vibra avec un SMS de Nathan. S'il te plaît, viens me voir, j'ai besoin de tout expliquer. Je t'aime. Elle effaça le message sans le lire en entier. L'amour était un luxe que Chloé n'avait jamais pu se permettre. Ce soir-là, alors que Nathan était assis dans sa cellule de prison et que Chloé planifiait sa nouvelle vie, Lucas donnait leur bain à Lila, Ivy et Noah, écoutant leur bavardage sur l'école et les amis et les 1000 petites joies qui composaient le monde d'un enfant. Papa Lucas, dit Noah sérieusement alors que Lucas l'aidait à se laver les cheveux, pourquoi cet homme à notre école était-il si triste? Lucas marqua une pause, réfléchissant à la façon de répondre. Parfois, les adultes font des choix qui blessent les gens, et parfois, ces choix ont des conséquences qui les rendent très tristes. Il a blessé maman, demanda Lila avec sa franchise habituelle. Il y a longtemps, oui, dit Lucas avec précaution. Avant que vous ne naissiez, cet homme a fait des choix qui l'ont beaucoup blessé. Mais maman n'est plus triste maintenant, observa Ivy. Elle sourit tout le temps maintenant, surtout quand tu es là. Le cœur de Lucas se gonfla d'amour pour ses 3 enfants remarquables qui deviendraient ses filles dans tous les sens qui comptaient. C'est vrai, ma chérie. Votre maman est heureuse maintenant parce que nous avons notre famille, et rien ne peut changer cela. Bien, déclara Noah avec finalité, parce que nous n'avons pas besoin de plus de famille. Nous t'avons, toi, maman et nous. C'est assez. Plus qu'assez, pensa Lucas alors qu'il les bordait plus tard. C'est tout. Dans la chambre principale, Vanessa se tenait à la fenêtre, regardant la ville qui avait autrefois été son champ de bataille et était maintenant son royaume. Les nouvelles annonçaient l'arrestation de Nathan sur toutes les chaînes, avec des images de lui étant emmené menotté. Elle aurait dû ressentir de la satisfaction, du triomphe, une justification pour 8 ans de douleur et de lutte. Au lieu de cela, elle se sentait vide. Lucas apparut derrière elle, enlaçant ses bras autour de sa taille. « Comment te sens-tu » demanda-t-il doucement. « Comme si c'était fini » répondit Vanessa, se penchant contre sa chaleur. « Je pensais que je me sentirais plus victorieuse, mais je me sens surtout fatiguée. »« La vengeance est épuisante » observa Lucas. « Même quand elle est justifiée. »« Penses-tu que je suis allé trop loin » demanda Vanessa. Lucas la tourna dans ses bras, ses yeux bleus sérieux et aimants. « Je pense que tu as fait exactement ce qui devait être fait. » Nathan Cole a construit sa vie sur des rêves volés et des responsabilités abandonnées.
tu lui as donné des conséquences qui correspondaient à ses actions. Épouse-moi, chuchota Lucas contre ses lèvres, la proposition soudaine mais pas surprenante. Je pensais que tu ne me le demanderais jamais, rit Vanessa, des larmes de joie mêlées à l'épuisement. Demain, dit Lucas avec urgence. Marions-nous demain. Je ne veux pas attendre un jour de plus pour t'appeler officiellement ma femme. Alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre, bien au-dessus de Manhattan, Nathan était assis dans sa cellule de prison, comprenant enfin le véritable coût de ses choix. Il avait échangé une femme qu'il aimait inconditionnellement contre une femme qui n'aimait que son argent. Il avait échangé 3 magnifiques filles contre une satisfaction éphémère. Il avait échangé une vraie famille contre le succès creux d'un empire construit sur des mensonges. L'effondrement était complet. Tout ce qui restait était d'apprendre à vivre avec les conséquences. Chapitre 9. Cœur en équilibre. La maison de plage dans les Hamptons avait toujours été le sanctuaire de Vanessa. Mais ce soir, c'était l'endroit le plus romantique sur Terre. Lucas avait suggéré qu'ils échappent au chaos de Manhattan pour le week-end, emmenant les enfants dans ce refuge côtier où Vanessa avait passé les étés de son enfance. Maintenant, alors que le coucher du soleil peignait le ciel en rose et or sur l'Atlantique, Lucas était sur un genou dans le sable, tandis que Lila, Ivy et Noah gloussaient derrière l'herbe de plage, où elle pensait se cacher. « Vanessa Reed, dit Lucas, sa voix stable malgré l'émotion qui brillait dans ses yeux bleus. Toi et tes filles avez sauvé ma vie d'une manière que tu ne comprendras jamais pleinement. Tu m'as appris que l'amour n'est pas quelque chose dans lequel on tombe. C'est quelque chose que l'on choisit chaque jour. » La boîte à bagues dans ses mains contenait un magnifique diamant art déco vintage qui avait appartenu à sa grand-mère. Mais les yeux de Vanessa étaient fixés sur le visage de Lucas, mémorisant chaque détail de ce moment parfait. « Je te choisis, continua Lucas, non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es parfaitement faite pour moi. Je choisis l'esprit brillant et la détermination féroce de Lila. Je choisis l'âme artistique et le cœur doux d'Ivy. Je choisis l'esprit de guerrière et le courage sans borne de Noah. Je choisis notre famille, notre avenir et notre éternité. Dis oui, maman. Cria Noah de derrière l'herbe de plage, faisant éclater de rire les 3 filles. Nous avons aidé papa à choisir la bague, ajouta Lila, abandonnant toute prétention de se cacher. Et nous avons planifié toute la demande en mariage, intervint Ivy, sa nature romantique clairement ravie. Vanessa rit à travers ses larmes alors que les 3 personnes les plus importantes de son monde les entouraient sur la plage. Vous avez toutes conspiré contre moi. C'était l'idée de Noah, admit Lucas, tirant leur plus jeune fille sur ses genoux tout en restant agenouillée dans le sable. Elle a dit que tu méritais une demande en mariage qui inclut toute ta famille, parce que les familles restent unies. Et tu es déjà notre papa dans nos cœurs, alors nous avons juste besoin des papiers pour que ce soit officiel, déclara Noah sérieusement. Vanessa regarda cette scène parfaite, l'homme qu'elle aimait plus que la vie, les enfants qui lui avaient donné un but lorsqu'il ne lui restait plus rien, la plage où elle avait rêvé de bonheur étant une enfant solitaire. Et elle sentit son cœur se gonfler de joie. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui, Lucas Bennett. Oui, à tout cela. Lucas glissa la bague à son doigt alors que leur fille applaudissait, puis la tira dans le sable pour un baiser qui avait le goût de l'air salin et des possibilités infinies. Cette nuit-là, après que les enfants eurent été couchés, Lucas et Vanessa s'assirent sur la terrasse, partageant du champagne et regardant le reflet de la lune danser sur les vagues. « Je t'aime, dit doucement Vanessa. J'aime la façon dont tu aimes nos filles. J'aime la façon dont tu me fais me sentir assez en sécurité pour être vulnérable. » Même avec Nathan, demanda Lucas doucement, sachant que cette conversation était nécessaire. Vanessa resta silencieuse un instant. Je ne sais pas si Nathan mérite mon pardon, mais je sais que je mérite la paix. Et je ne peux pas avoir la paix en portant autant de colère. Mais 3 jours plus tard, lorsqu'ils rentrèrent à Manhattan, Nathan fit exactement ce que Lucas avait prédit. La lettre attendait dans le bureau de Vanessa, livrée en main propre par un coursier. L'écriture familière de Nathan lui serra l'estomac avec la douleur mémorisée, mais elle l'ouvrit quand même. Vanessa, je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire et encore moins le droit de demander pardon, mais je t'écris quand même parce que je comprends enfin ce que j'ai perdu lorsque je suis parti de ta vie et de celle de nos enfants. J'ai eu le temps de réfléchir ici, et je me rends compte que tout ce qui était bien dans ma vie venait de toi. Ton amour, ton argent, les relations de ta famille, ta foi inébranlable en mon potentiel. Tu m'as tout donné, et je l'ai jeté pour quelque chose qui n'avait aucune valeur. Je ne peux pas réparer les dégâts que j'ai causés.
Je ne peux pas effacer la douleur que je t'ai fait subir ou les années que j'ai manquées avec nos filles. Mais je te demande. Je t'implore de me donner une chance d'essayer de réparer les choses. Je t'aime, Vanessa. Je t'aimais à l'époque, je t'aime maintenant, et je t'aimerai pour le reste de ma vie. Ce que je ressentais pour Chloé n'était pas de l'amour. C'était de l'ego et de la faiblesse et la croyance insensée que je méritais quelque chose de mieux que ce que j'avais déjà. Nos filles sont magnifiques et brillantes, et elles méritent de connaître leur père biologique. Pas pour remplacer Lucas. Je peux voir qu'il a été le père que j'aurais dû être. Mais pour comprendre leur histoire complète. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour gagner ton pardon. Je ferai mon temps, je renoncerai à toute réclamation sur mes anciens avoirs, je signerai n'importe quel document juridique que tu voudras. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance de prouver que je peux être l'homme que tu as autrefois cru que j'étais. Tout mon amour, Nathan. PS. J'ai entendu parler de tes fiançailles. Lucas est un homme chanceux, et j'espère qu'il sait quel trésor il gagne. Tu mérites tout le bonheur du monde. Vanessa relut la lettre 2 fois, puis la mit de côté et fixa l'horizon de Manhattan. Les mots de Nathan avaient remué des émotions qu'elle pensait avoir enterrées. Maman? La voix de Lila vint de l'embrasure de la porte. Tout va bien? Tu as l'air triste. Vanessa se ressaisit rapidement, souriant à sa fille aînée. Je vais bien, ma chérie. Je pensais juste à des choses d'adultes. Lila grimpa sur les genoux de Vanessa. C'est à propos de l'homme de notre école, celui qui a contrarié papa Lucas? Oui, c'est à propos de lui. Il m'a écrit une lettre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était désolé d'avoir blessé notre famille, répondit Vanessa avec soin. Et il a demandé s'il pouvait faire partie de nos vies. Lila resta silencieuse, traitant cela avec le sérieux d'une petite adulte. Est-ce que tu veux qu'il fasse partie de nos vies? Je ne sais pas, admit honnêtement Vanessa. Qu'en penses-tu? Je pense, dit lentement Lila, que nous avons déjà une famille complète. Papa Lucas prend soin de nous, nous aime et est là tous les jours. Cet autre homme n'est venu que quand tout allait déjà bien. C'est très sage, ma petite. Mais, continua Lila, s'il est vraiment désolé et veut vraiment devenir meilleur, peut-être qu'il pourrait commencer par être une meilleure personne sans nous. Maman, tu m'as appris que pardonner ne signifie pas laisser les gens te faire du mal à nouveau. Vanessa serra sa fille plus fort, émerveillée par la sagesse de cet esprit si jeune. Tu as absolument raison. Le pardon, c'est se libérer de la colère. Ce n'est pas donner aux gens la permission de te faire du mal à nouveau. Ce soir-là, quand Lucas rentra du travail, il trouva Vanessa dans leur chambre, regardant la lettre de Nathan. Sans un mot, il la lut par-dessus son épaule, puis la mit de côté et la tira dans ses bras. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « Je pense que je suis désolé pour lui, » répondit honnêtement Vanessa. Pas assez désolé pour lui pardonner ou lui donner une autre chance, mais désolé qu'il ait détruit sa propre vie aussi complètement. Et je pense que je suis reconnaissante qu'il m'ait montré sa vraie nature il y a 8 ans, avant que je ne gâche plus de ma vie sur quelqu'un qui n'en était pas digne. Lucas sourit, posant un doux baiser sur sa tempe. J'aime ton cœur compatissant. Mais j'aime aussi que tu ne le laisses pas prendre le dessus sur ton bon sens. Je vais lui répondre, décida Vanessa. Une dernière lettre pour clore ce chapitre pour toujours. Qu'est-ce que tu vas dire? Vanessa leva les yeux vers l'homme qui l'avait sauvé de toutes les manières possibles, qui aimait ses enfants comme s'ils étaient les siens, qui avait prouvé chaque jour que le vrai amour était une question de choix, pas seulement de sentiment. Je vais lui dire la vérité, dit-elle. Que le pardon ne signifie pas la réconciliation. Qu'être désolé ne répare pas les dégâts. Et que certaines chances, une fois perdues, le sont pour toujours. Et puis, je vais t'épouser et me concentrer sur la famille que nous avons construite ensemble. La famille qui s'est choisie et qui a lutté les uns pour les autres, et qui a prouvé que l'amour est plus fort que la trahison. Lucas l'embrassa alors, versant tout son amour et son engagement dans la connexion entre eux. Dehors, devant la fenêtre de leur chambre, Manhattan scintillait de possibilités, et dans les chambres au bout du couloir, 3 magnifiques petites filles dormaient paisiblement, en sécurité dans la connaissance qu'elles étaient aimées inconditionnellement par les parents qui les avaient choisies. Demain, Vanessa écrirait sa dernière lettre à Nathan Cole. Ce soir, elle planifierait son mariage avec Lucas Bennett, et rêverait du magnifique avenir qu'ils construisaient ensemble. La balance avait penché de manière décisive vers l'amour, et rien ne la ferait jamais pencher en arrière.
Chapitre X. L'amour triomphe toujours. La lettre finale de Vanessa à Nathan était plus courte que son plaidoyer désespéré, mais infiniment plus puissante dans sa tranquillité finale. Nathan, j'ai reçu ta lettre, et je veux que tu saches que je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. Garder de la colère, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Je refuse de continuer à empoisonner mon bonheur. Cependant, le pardon ne signifie pas la réconciliation. Tu as fait ton choix il y a 8 ans quand tu as abandonné ta femme enceinte pour un plaisir temporaire. Tu l'as fait de nouveau quand tu as signé la renonciation à tes droits parentaux. Tu l'as fait chaque jour pendant 8 ans, quand tu n'as jamais essayé de nous retrouver ou de demander des nouvelles des enfants que tu avais laissés derrière toi. Lila, Ivy et Noah ont un père. Il s'appelle Lucas Bennett, et il a gagné ce titre grâce à 8 ans d'amour, de sacrifice et d'engagement indéfectible. Il était là pour leur premier pas, leur premier mot, leur premier jour d'école, et chaque jour entre les deux. Il les a choisis alors qu'elles n'étaient pas ses enfants biologiques, les a aimés alors qu'elles n'avaient rien à lui offrir que leur cœur pur. Toi, tu as contribué l'ADN. Lui a contribué tout le reste qui compte. Je parlerai de toi à nos filles quand elles seront assez grandes pour comprendre, mais je leur dirai aussi que la famille n'est pas une question de biologie, c'est une question de choix, d'engagement et d'amour. Tu as perdu ton droit de les choisir lorsque tu t'es choisi toi-même à la place. Ne nous contacte plus. Construis une meilleure vie pour toi-même, mais construis-la ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Nous sommes complets sans toi. Au revoir, Nathan. Vanessa Bennett, bientôt. 2 semaines plus tard, cette même lettre serait lue à haute voix dans une salle d'audience fédérale dans le cadre de l'audience de détermination de la peine de Nathan. Mais d'ici là, Vanessa serait trop occupée à être joyeusement heureuse pour se soucier du sort juridique de Nathan. La conversation avec les enfants eut lieu un dimanche matin, alors que Lucas préparait des crêpes et que les filles étaient encore en pyjama, recroquevillées avec Vanessa sur le canapé. « J'ai quelque chose d'important à vous dire », commença Vanessa, sa voix douce mais assez sérieuse pour capter leur attention. « Vous souvenez-vous de l'homme qui était à votre école? Celui qui a contrarié papa Lucas? » L'homme triste, dit immédiatement Ivy. Il se sentait en colère et triste et désespéré. « C'est ça, ma chérie. Le nom de cet homme est Nathan Cole, et il est votre père biologique. » Le silence qui suivit fut profond. Lila traita cela avec son approche analytique typique, tandis qu'Ivy avait l'air confus et que le visage de Noah se plissait d'indignation. « Qu'est-ce que ça veut dire, exactement » demanda Lila avec précaution. « Cela signifie qu'avant que vous ne naissiez, avant que je ne rencontre papa Lucas, j'étais mariée à Nathan. Il a aidé à vous créer toutes les trois, mais ensuite il nous a quittés avant que vous ne naissiez parce qu'il avait peur et était égoïste et n'était pas prêt à être un père. Mais papa Lucas nous a choisis, dit Lila fermement, comprenant immédiatement, même si nous n'étions pas ses enfants biologiques, il a choisi d'être notre père. Exactement, confirma Vanessa. Papa Lucas est votre vrai père parce que c'est lui qui vous a aimé et qui a pris soin de vous chaque jour. La biologie ne fait pas de quelqu'un un parent. L'amour le fait. Est-ce que ça veut dire que nous devons voir l'homme triste? Demanda Ivy avec inquiétude. Non, ma chérie. Vous n'avez jamais à le voir si vous ne le voulez pas. Il ne fait plus partie de notre famille. Bien, déclara Noah, se levant sur le canapé, les mains sur les hanches, parce que papa Lucas est notre vrai papa et nous n'avons besoin de personne d'autre. Lucas apparut dans l'embrasure de la porte avec des crêpes en forme de cœur, ses yeux doux d'amour alors qu'il écoutait ses filles défendre leur unité familiale. C'est ça, petite guerrière, dit-il, les serrant contre lui. Je n'ai peut-être pas aidé à vous créer, mais je choisis de vous aimer chaque jour. C'est ce qui fait de moi votre papa, pour toujours et à jamais. Pour toujours et à jamais, demanda Lila, ayant besoin d'être rassurée. Pour toujours et à jamais, promit solennellement Lucas. Rien ne changera jamais cela. 3 semaines plus tard, un parfait matin de juin à la maison de plage des Hantons, Vanessa Reed devint Madame Lucas Bennett lors d'une cérémonie qui était tout ce dont elle avait rêvé et qui ne ressemblait en rien à la production élaborée de son premier mariage. L'installation était simple mais magique, des chaises blanches disposées en rangées sur le sable, avec une arche d'hortensia et de roses qu'Ivy avait aidé à concevoir. La liste des invités était intime, la juge Margaret Reed, Julian Bennett, Harold Vanderbilt et des amis proches, plus les 3 invités les plus importants du mariage qui étaient pratiquement en train de vibrer d'excitation. Lila portait une robe bleu marine sophistiquée et tenait un petit bouquet en tant que demoiselle d'honneur.
Ivy avait peint tous les programmes à la main et portait une robe rose flottante qui la faisait ressembler à une princesse fée. Noah, fidèle à sa nature, portait une robe violette avec une cape de super-héroïne en dessous pour les urgences et portait les alliances sur un coussin qu'elle avait elle-même décoré de strass. Lucas se tenait à l'autel dans un costume gris parfaitement ajusté, mais ses yeux n'étaient que pour Vanessa alors qu'elle marchait sur l'allée de sable. Elle portait une robe simple mais magnifique de couleur champagne qui flottait dans la brise de l'océan, ses cheveux ornés des mêmes hortensias qui décoraient l'arche. Lorsque la juge Margaret demanda qui donnait cette femme en mariage, Noah cria « Nous », avant que quiconque ne puisse répondre, faisant éclater de rire tout le cortège nuptial. Les vœux que Lucas et Vanessa avaient écrits eux-mêmes étaient simples mais profonds. « Je promets de te choisir chaque jour », dit Vanessa, sa voix claire et forte, pas seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. « Je promets d'aimer non seulement toi, mais la famille que nous avons construite ensemble. Je promets de ne jamais tenir pour acquis le cadeau des secondes chances et du véritable amour. Je promets d'être le mari que tu mérites et le père dont nos filles ont besoin, répondit Lucas, la voix empreinte d'émotion. Je promets de protéger cette famille avec tout ce que j'ai. Je promets de montrer à nos filles chaque jour à quoi ressemble le vrai amour, afin qu'elles ne se contentent jamais de moi. Lorsque la juge Margaret les déclara mari et femme, leur premier baiser en tant que couple marié fut interrompu par 3 petites filles qui se jetèrent dans les bras de leurs parents, créant une étreinte de groupe qui symbolisait parfaitement leur lien familial incassable. La réception eut lieu sur la terrasse de la maison de plage, avec des lumières scintillantes enfilées entre les poteaux et un gâteau qu'Ivy avait insisté pour décorer de fleurs comestibles. Le discours du témoin de Lucas fut prononcé par Julian Bennett, qui raconta des histoires sur la façon dont il avait vu son frère tomber complètement amoureux non seulement de Vanessa, mais de l'idée d'être un père. Le discours de la demoiselle d'honneur de Vanessa fut donné par Lila, qui avait préparé des remarques sur la façon dont les familles sont construites avec amour, pas seulement avec la génétique. Alors que le soleil se couchait sur l'Atlantique et que les enfants jouaient avec des cierges magiques sur la plage, Lucas et Vanessa dansèrent sur leur première chanson en tant que mari et femme. Ils étaient si perdus l'un dans l'autre qu'ils ne remarquèrent pas la silhouette se tenant sur l'accès public à la plage à une centaine de mètres, partiellement cachée derrière les dunes de sable. Nathan avait été libéré sous caution en attendant sa condamnation, et contre tous les conseils juridiques qu'il avait reçus, il avait conduit jusqu'au hanton. Il se disait qu'il voulait juste voir ses filles une dernière fois, être témoin de leur bonheur de loin, comprendre ce qu'il avait perdu. Ce qu'il vit le détruisit complètement. À travers ses jumelles, Nathan regarda Vanessa danser avec son nouveau mari, rayonnante de joie d'une manière qu'elle n'avait jamais été avec lui, même pendant leurs moments les plus heureux. Il regarda Lucas faire tournoyer leur fille sur la piste de danse, leur rire porté par la brise de l'océan. Il regarda une célébration familiale qui était tout ce qu'il avait autrefois imaginé avoir mais qu'il avait gâché pour un plaisir temporaire et une ambition superficielle. Les enfants ne ressemblaient en rien à la famille en difficulté et appauvrie qu'il s'était imaginé dans ses pires moments. C'étaient des enfants confiants, heureux, en sécurité, qui étaient profondément aimés et qui aimaient férocement en retour. Lila était devenue une jeune femme sérieuse et intelligente qui serait clairement une force avec laquelle il faudrait compter un jour. Ivy était une petite artiste éthérée dont la nature douce était équilibrée par une force intérieure évidente. Noah était une minuscule guerrière qui protégerait sa famille avec la loyauté féroce qu'elle avait héritée de sa mère. Elles étaient parfaites. Elles étaient tout ce que Nathan avait rêvé d'avoir avec Vanessa, et elles appartenaient complètement à un autre homme. Alors que Nathan regardait Lucas soulever Vanessa dans ses bras tandis que leur fille applaudissait et criait, il comprit enfin l'ampleur de ce qu'il avait perdu, pas seulement de l'argent ou sa réputation ou son succès en affaires, mais la seule chose qui comptait réellement. Une famille qui s'aimait inconditionnellement. Le téléphone de Nathan vibra avec un message de son avocat. La condamnation a été avancée à lundi. Le procureur recommande 15 ans. Nous devons discuter des options de plaidoyer. 15 ans. Au moment où Nathan serait libéré de prison, ses filles auraient la vingtaine. Elles auraient obtenu leur diplôme du lycée et de l'université, seraient probablement mariées, peut-être avec leurs propres enfants. Lucas les accompagnerait jusqu'à l'autel de leur mariage. Lucas serait le grand-père des petits-enfants biologiques de Nathan. Nathan ne serait pour elle qu'un conte moral que leur mère pourrait leur raconter sur le fait de faire de meilleurs choix. Alors que la réception de mariage se terminait et que la famille commençait à ranger, Nathan prit sa décision finale. Il se détourna de la maison de plage, retourna à sa voiture et s'éloigna des hantons pour toujours. 3 mois plus tard, la famille Bennett reçut un document juridique que Lucas lut à haute voix à Vanessa pendant que les enfants étaient à l'école. Nathan Robert Cole renonce par la présente,
de manière formelle et permanente, à tous ses droits parentaux sur Lila Reed Bennett, Ivy Reed Bennett et Noah Reed Bennett. Cette renonciation est volontaire, permanente et irrévocable. Le document était signé, notarié et déposé auprès du tribunal le jour même où Nathan fut condamné à 12 ans de prison fédérale. Son avocat avait négocié la peine plus courte en échange de sa coopération totale avec les procureurs fédéraux et de son accord de ne plus jamais contacter la famille Bennett. Chloé s'était remariée 2 semaines après que son divorce fut finalisé, devenant Madame Victor Sterling lors d'une cérémonie somptueuse qui ne reçut aucune attention médiatique parce que personne ne se souciait plus d'elle. 1 an plus tard, Vanessa se tenait dans la même maison de plage, regardant Lucas enseigner à leur fille à faire du surf dans les douces vagues de l'Atlantique. Lila s'y attaquait avec une précision scientifique, analysant les motifs des vagues et calculant le moment optimal. Ivy la traitait comme une performance artistique, se concentrant plus sur les mouvements gracieux que sur la technique de surf réel. Noah attaquait les vagues avec son intrépidité typique, déterminé à maîtriser le surf par la simple force de sa volonté. La main de Vanessa reposait sur son ventre légèrement arrondi, où l'enfant biologique de Lucas grandissait, un enfant qui naîtrait dans la famille la plus aimante imaginable, avec 3 grandes sœurs dévouées et des parents qui avaient appris que le vrai amour valait la peine de se battre. Son téléphone sonna, et elle regarda l'identification de l'appelant, Harold Vanderbilt. « Bonjour, monsieur Vanderbilt », répondit-elle chaleureusement. « Ma chère », la voix âgée d'Harold était excitée. « J'ai une merveilleuse nouvelle. Le conseil d'administration de la Fondation pour l'éducation des enfants a voté à l'unanimité pour te nommer philanthrope de l'année. La cérémonie a lieu le mois prochain, et j'espère bien que tu accepteras le prix. »« Je suis honorée », répondit Vanessa, regardant son mari faire surface à côté de Noah, qui surfait triomphalement une petite vague vers le rivage. « Il y a plus », continua Harold. « Forbes veut faire une couverture sur ton remarquable voyage de la trahison au triomphe. Il l'appelle les dossiers Phoenix, comment Vanessa Bennett a bâti un empire sur l'amour, pas sur les mensonges. » Vanessa sourit, se souvenant d'une autre couverture de Forbes qui semblait remonter à une éternité. « Je serais heureuse de participer, monsieur Vanderbilt, mais je veux que l'accent soit mis sur le travail de la Fondation, pas sur mon histoire personnelle. »« Bien sûr, ma chère, bien que je doive dire que ton histoire est tout à fait inspirante. Tout le monde ne peut pas se relever d'une trahison aussi dévastatrice pour construire quelque chose d'aussi beau. » Alors que Vanessa terminait l'appel, Lucas sortit de l'océan avec leur fille, tous dégoulinants et riant. Noah courut vers elle immédiatement, enlaçant ses bras couverts de sable autour des jambes de Vanessa. « Maman, tu m'as vu faire du surf ? J'ai surfé cette vague jusqu'au rivage. »« J'ai tout vu, ma brave fille, » répondit Vanessa, lissant les cheveux mouillés de Noah. « Tu as été magnifique. »« Papa Lucas dit que nous pouvons faire une compétition de surf demain, » ajouta Lila, toujours aussi compétitive. « J'ai étudié des vidéos de techniques en ligne. »« Et moi, je veux peindre les vagues, » intervint Ivy. « Elles sont si belles quand elles captent la lumière. » Lucas enlaça sa femme par derrière, tous deux regardant leur fille planifier les aventures du lendemain, avec l'optimisme sans borne des enfants qui savaient qu'ils étaient profondément aimés. « Des regrets » murmura Lucas à l'oreille de Vanessa. Vanessa se pencha contre sa poitrine, sentant la chaleur solide de l'homme qui l'avait sauvée de toutes les manières possibles. « Aucun, » dit-elle fermement. « La trahison de Nathan a été la pire chose qui me soit jamais arrivée, mais c'était aussi la meilleure chose, parce que ça m'a conduit à toi et à cette vie que nous avons construite ensemble. Même si ça t'a causé tant de douleur ? » « Surtout à cause de la douleur, » répondit Vanessa. « La douleur m'a appris la différence entre quelqu'un qui dit qu'il t'aime et quelqu'un qui le prouve chaque jour. La douleur m'a rendue assez forte pour reconnaître le vrai amour quand il m'a trouvé. » Alors que le coucher du soleil peignait le ciel au-dessus de l'Atlantique, la famille Bennett se dirigea main dans la main vers leur maison de plage. Derrière eux, les vagues effaçaient leurs empreintes de pas du sable, mais l'amour qu'ils partageaient durerait pour toujours. Quelque part dans une prison fédérale, Nathan Cole apprenait que la justice, bien que parfois retardée, était toujours rendue. Il avait tout perdu, sa liberté, sa fortune, sa famille et son avenir. Il passerait les 12 prochaines années à réfléchir au choix qui l'avait conduit à cet endroit et à la vie parfaite qu'il avait jetée pour rien. Vanessa Bennett, née Reed, avait gagné complètement. Elle avait sa vengeance, sa justice, son véritable amour et sa famille parfaite. Elle avait bâti un empire sur l'amour au lieu des mensonges, et rien ne le démolirait jamais. L'amour avait tout conquis, tout comme il le faisait toujours quand il était réel, patient et vrai. Le phénix s'était relevé de ses cendres,
plus beau que jamais, et cette fois, il s'envolerait pour toujours.